Cette hebdo édition du dimanche 17 janvier 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le SDF veut se repositionner en tant que parti politique qui compte et séduit. Pour ce faire, le parti a confié à l'honorable Jean-Michel Nitieux la lourde tâche d'élaborer sa nouvelle stratégie. Le 12 décembre, le leader du parti de la Balance fait de lui le président de la commission Action qui doit réfléchir sur les actions à mener en place sur le terrain. Jean-Michel Nitieux doit rendre sa copie lors du prochain NEC, ce sera en février. Et puis, 15 janvier, les Camerounais se souviennent de l'assassinat de Ernest Ouandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam, dernier dirigeant historique de l'UPC, de la toute première génération des UPCistes. Il exigeait, tout comme ses camarades partis avant lui, une véritable indépendance. Ce dimanche, nous interrogeons la place de ces nationalistes dans l'histoire du Cameroun, telle qu'enseignée dans nos écoles, lycées et universités. Pour sortir de cette émission, nous parlerons de la fin au nom du pacte colonial, des accords coloniaux liant le Cameroun à la France. Mais avant ces deux sujets, nous dirons un mot sur l'annulation de l'élection de Seydou Mbombo Djoya à la FECAFOOT et l'ouverture du CHAN. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Denis Kobo, vous êtes journaliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à mes co-panélistes, bonjour à tous ceux qui regardent l'émission en ce moment. Alors avec vous, on parle des images diffusées cette semaine sur les réseaux sociaux, des images exposant des corps de femmes et d'enfants manifestement décédés. Dans le commentaire vidéo, celui qui s'exprime semble accuser les éléments de l'armée, un événement qui rappelle justement la polémique du massacre de Ngarbou. On se souvient que l'enquête instruite par le président de la République avait permis d'établir la responsabilité de quelques soldats. Y a-t-il des possibilités qu'on soit en présence d'un autre cas Ngarbou? Je veux dire, au moment où des ONG demandent justement à ce qu'une enquête indépendante soit menée, pensez-vous qu'elle soit nécessaire? Toutes les informations confuses, imprécises doivent être élucidées, quel que soit le bout par lequel on prend la chose et quel que soit le côté où on se situe. C'est-à-dire que ce soit des images réelles, et de toute façon tout le monde peut être d'accord sur le fait que ces faits-là sont produits nécessairement quelque part, il faut remonter les sources et nous dire exactement où les images ont été produites. Je n'ai pas pris le soin de le faire, j'aurais pu le faire. C'est pas mon rôle à ce moment précis. Ceux qui ont la charge de diriger notre pays doivent en tout temps et en tout lieu donner ce que les citoyens soient suffisamment informés, notamment sur ce cas grave-là. Mais il y a eu un communiqué de l'armée avant, juste après ces images. Votre question renvoie à une situation assez rocambolesque parce que il y en a qui ne sont pas capables de prendre position sur un massacre ouvert comme le massacre qu'il y a eu à Komba. On a l'impression qu'il y a une frange de la population gabonaise qui recherche activement des images, des faits et gestes qui pourraient justifier leur projet macabre. Donc il y a un projet macabre sur le Cameroun, c'est le projet sécessionniste ambazonien. Lorsque on parle de la division d'un peuple, de la partition d'un peuple, il y a deux possibilités. Soit vous êtes pour la partition, soit vous êtes contre la partition. Les autres éléments qui viennent créer l'ambiguïté ne renseignent sur rien. Et si vous êtes contre la partition, est-ce que vous avez quand même le devoir de décrire? Il y a une seule personne, il y a un seul camp au Cameroun qui a pris sur lui d'attaquer les institutions, d'attaquer les populations, de se mettre en marge, n'est-ce pas, de la vie normale. Ce camp-là, c'est le camp ambazonien. Personne ne peut s'imaginer une armée républicaine se lever un matin, envoyer une colonne dans une zone paisible, un village paisible du Cameroun, pour commettre des exactions. Dans des situations de combat, dans des situations de belligérance, d'affrontement, il peut arriver que l'armée régulière commette des exactions. Quand on dit exactions, il y a deux types. Il y a deux types d'exactions. Il y a les exactions volontaires, et ce qui peut rentrer dans le cadre des dégâts collatéraux. En toute cause, il appartient à cette armée-là, lorsqu'elle a mené des opérations, de communiquer. Et là, il faut reconnaître que nous sommes on est toujours sur la défensive et ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun. Lorsque l'armée américaine fait un raid au Yémen qui touche une école, à la seconde près, ils disent nous venons de faire un raid à tel endroit, nous visions tel groupe, mais nous n'avons pas atteint, nous avons atteint plutôt un objectif civil.
Ça, tout le monde peut comprendre qu'en situation de combat, on atteint des cibles plutôt civiles. Quitte à l'armée, qui est l'armée nationale, qui est l'armée régulière, de communiquer à temps sur ces incidents. Parce que les autres sont dans la communication. Justement que ce n'est pas ce qui se fait. Il y a une communication après. Oui, je dis que puisque le communiqué de l'armée est venu après les allégations, à ce moment-là, il faut une enquête. Si c'était à temps suffisamment, on pourrait comprendre qu'il y a eu des exactions, l'armée reconnaît, soit il y a des exactions, soit c'est les Amazoniens qui ont commis ces actions. À ce moment-là, on a un communiqué qui vient à l'instant. Moi, je ne veux pas rentrer dans... Vous sortez de Nikobo. Cette animation qui a cours. C'est-à-dire que dès que... C'est comme s'il y a des citoyens qui attendaient seulement ces images. Moi, je n'attends pas ces images. J'attends qu'il y ait la paix dans cette partie du pays-là. Et lorsque des images arrivent, surtout à contre-temps, on interpelle celui qui a la charge d'administrer le pays. Merci, Nikobo. La prochaine, nous, on veut savoir en temps réel ce qui se passe sur notre territoire. Et là, il y a eu faute de la part des forces qui sont en opération sur le terrain. Sinon, elles nous auraient dit suffisamment à temps. Je ne dis pas après. Merci Denis Kobo. À côté de vous, Xavier Bellemé Anang, il est le secrétaire régional à la communication du SDF Littoral. Bonjour, monsieur Anam. Bonjour, madame Leïla. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous plutôt que vous remercions de votre invitation et que nous nous sentons honorés. Avec votre permission, j'aimerais souhaiter ici à mes compatriotes mes meilleurs vœux pour l'année 2021, même comme j'ai des appréhensions que celle-ci soit différente de 2020, aussi à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et particulièrement, vous aviez une famille de téléspectateurs qui habite Ebolova, la famille Didier Anang qui vous suit chaque dimanche. Cet hebdo aussi beaucoup des citoyens de la ville de Bokito. Merci. Et donc je salue ici en les adressant mes meilleurs vœux. Merci, monsieur Anand. Alors, avec vous, on parle de la gestion des fonds Covid. Que pensez-vous de la correspondance adressée par le chef de mission de l'enquête prescrite par le Consupé? La correspondance au sujet du riz Orca est adressée justement au directeur général de cette entreprise. Oui, effectivement, et cela vient ici mettre fin à un débat. Et ça, en passant, je remercie le chef de l'État qui n'a pas suivi les commentaires de quelques extrémistes venant de son bord qui taxaient l'honorable Nithieu de faire dans l'acharnement contre un ministre de la République, en oubliant que c'est un élu du peuple, c'est un député, et que la Constitution de la République au Cameroun reconnaît deux compétences à un député: le contrôle d'action gouvernementale et voter les lois. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a aucune autre compétence que celle-là. Et de deux, et que ces ministres, de député Nithieu a en posant, parce que nous étions dans une situation spéciale qui concernait la crise Covid-19, donc personne n'était à l'abri, que tu sois du RDPC, du SDF ou de tout autre parti politique ou simple citoyen, nous étions là embarqués dans une situation extrêmement dangereuse et que tout le monde entier était en train, et qu'on ne peut pas laisser un ministre aussi de la République s'amuser ainsi et profiter de manière trop légère de la vie et de la situation grave dans laquelle les citoyens camerounais étaient plongés. Et l'honorable Nithieu qui soupçonnait de détournement massif a même envoyé une question orale à ses ministres concernant le riz Orca particulièrement, et aussi des marchés qu'il a passés au niveau de cette société, des marchés qui sont environ, qui avoisinent plus de 700 millions, et pour l'entrepôt de Orca, comme si c'était très facile, qu'on vous donne 4000 sacs de ciment et que par devers tout vous accordez 700 millions. Donc quelqu'un peut engager 40 millions ou 50 millions et qu'il reçoit un marché de 700 millions pour aménager ses entrepôts. C'est trop facile ainsi. Et c'est pour ça que la mission dont je félicite ici les institutions, au moins, pour comprendre, contrairement à ces militants du RDPC qui sont de justes extrémistes et qui n'ont pas compris qu'il s'agissait de la santé des Camerounais, qu'on ne peut pas blaguer avec elle. Donc cette lettre au directeur général de Orca vient réconforter les appréhensions de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui sont contenues dans une question orale. C'est vrai qu'on n'a pas adressé au ministre, qui a refusé de se soumettre à l'exigence constitutionnelle. Voilà que ce ministre, il est tellement têtu au point où la République, il marche carrément. Le ministre a également... il refuse de revenir. Je ne sais pas si je vais dire convoquer ou inviter l'honorable Nithieu pour un entretien. L'honorable Nithieu n'a pas répondu. Non, l'honorable Nithieu n'avait pas besoin d'aller. Depuis le peuple camerounais s'est posé à travers sa parole, sa question orale. Il devait venir à la représentation nationale et répondre à ce que l'exigence républicaine recommande. Il n'avait pas, la loi ne dit nulle part
que quand un député interpelle un ministre, que ce ministre l'appelle dans une réunion privée dans son cabinet. C'est même une tentative de corruption. Moi qui suis un simple citoyen, je trouverais ça ici. Donc, c'est scandaleux dans ce pays qu'un ministre puisse se mettre jamais. Donald Mitchell a interpellé plusieurs ministres, notamment le cas des scandales sur les avions chinois, Camerco. Tous ces ministres sont venus à l'Assemblée nationale répondre et indiquer si l'honorable s'est trompé sur certains points, qu'ils viennent répondre devant tous les citoyens camerounais que telle facture qui a été dépensée, c'était ainsi. Donc, et aussi, c'est pas tout, parce que même la Chambre de compte, le Premier ministre a instruit ce dossier au niveau de la Chambre de compte. Donc, les démissions ne sont pas adressées directement au ministre. Donc, non. Monsieur Kwebo, non, ne parlez pas ce que vous ne comprenez pas. Les questions orales sont adressées au ministre par le bureau de l'Assemblée nationale. Le député dépose au bureau de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale transfère à ce ministre. En lui indiquant le ministre dont devait venir à la session, c'est depuis le mois de juin que ce ministre a été saisi par une caution orale par le ministre. Le ministre a refusé de venir. Attendez, monsieur Kwebo, ne parlez pas ce que vous ne... Je suis collaborateur d'un député de l'Assemblée nationale qui a son 3e mandat. Et il sait comment ça se passe. Donc ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas, mon cher. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette question a été transmise? Mais bien sûr, cette question a été transmise. Laissez le président de l'Assemblée venir dire que l'honorable... Vous avez fait comment pour savoir? Vous savez comment que ça n'a pas été transmis. Je vous ai posé vous êtes le président de l'Assemblée. Ça, l'Assemblée... Non, je dis que jusqu'ici, Madame Leila, le président de l'Assemblée nationale, encore moins un de ses représentants, ne s'est jamais plaint que l'honorable a menti, que cette question n'est jamais arrivée. Merci. Donc, il ne faut pas que les gens viennent ici pour tenter de remettre en cause un travail qui a été fait. Merci, messieurs. Je vous ai dit que vous n'êtes pas le représentant du président de l'Assemblée nationale sur le plateau pour savoir si cette question... Donc, si vous êtes le représentant et que vous l'avez refusé de transmettre au ministre, que au ministre se plainte que l'Assemblée nationale ne lui a jamais transmis la question orale. Merci, messieurs. Vous ne devez pas remettre en cause... Merci, monsieur Bellémé. Merci. De ce côté, nous recevons... Ça démarre fort. De ce côté, nous recevons maître Simon Serge Kaka, qui est avocat. Il est également militant de l'UPC. Bonjour, maître, et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Lila, bonjour à tous les companélistes. Peut-être avant votre question d'entrée, vous voulez dire un mot sur le débat? Je vais d'abord saluer les Camerounais qui suivent ce prestigieux programme. Vous savez, Lila, votre programme est très très suivi par les Camerounais. Merci. Permettez-moi déjà de les saluer, de les souhaiter, j'allais dire, meilleurs vœux pour la nouvelle année qui a commencé il y a 2 semaines. C'est la première chose dont je commence par les civilités. Maintenant, j'aimerais juste rebondir, c'est une parenthèse, donc la petite controverse qui s'est glissée tout à l'heure entre M. Bellémé et M. Nkwebo. En fait, ce que je dois faire observer de manière péremptoire, c'est que je ne suis pas d'accord avec M. Nkwebo. Parce que si la démarche du député Nietzsche n'avait pas été normale, je pense que c'est le président de l'Assemblée qui lui aurait rappelé que peut-être votre démarche n'est pas en train de respecter la procédure. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kavaye Djibril, ou bien le très honorable Kavaye Djibril ne s'est pas encore plaint de la posture ou alors la sortie de M. Nietzsche. Bon, cela veut dire que M. Nietzsche est dans son bon droit. Il est dans son bon droit. Maintenant, il est dans moi, son ce bon que j'aimerais quand même faire observer. Non, je pense que le point est posé. Tu sais, le député Nietzsche est dans la position d'un député qui a beaucoup de choses à faire pour son peuple, mais qui malheureusement, face à la majorité obèse du parti au pouvoir, il n'a pas tous les outils pour s'exprimer. Mais je pense que comme c'est un monsieur assez téméraire, il profite toujours, il trouve tous des petits stratagèmes pour faire passer son message. Je pense que c'est ce qu'il a fait. D'accord. Bon, maintenant, donc, moi, ce que je salue dans cette question, c'est le côté responsable, c'est le courage du ministre du Conseil supérieur de l'État, qui est magistrat de formation. Et c'est une femme qui a toujours fait preuve, j'allais dire, d'un attachement particulier à la bonne gouvernance. Je pense que sa sortie va quand même permettre aux Camerounais de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans ce dossier, donc c'est une posture à encourager. Alors, rapidement, quelle est l'analyse que vous faites des événements de Fumban? Je parle de cet incident protocolaire entre le maire et le gouverneur, qui laisse entrevoir finalement qu'on est face à un conflit à peine voilé. Non, on n'est pas dans un conflit. Moi, je n'ai même pas voulu m'intéresser à cette actualité. Parce que pour moi, c'est une incongruité. Vous avez lu la correspondance du maire adressée au gouverneur? Oui, j'ai lu tout ça, après mais l'incident protocolaire. je trouve ça quand même, je trouve ça
je trouve que cette situation a fait que la sortie du maire relève d'une certaine imposture. Parce que, La sortie du maire. Oui, je pense. Parce que nous sommes quand même dans une république et la république a un certain fonctionnement. Vous comprenez? Lorsqu'on parle d'un maire, il faut que les gens le sachent, c'est le magistrat municipal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autorité qui relève de ce qu'on appelle la gouvernance locale. C'est un dirigeant de proximité. Il gère la maire, il gère la ville, c'est vrai. Mais ce qu'on appelle gouverneur, le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans une région. C'est lui. Donc sur le plan protocole, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas besoin d'avoir un conflit entre un maire et un gouverneur. Quand un gouverneur se déplace, il est accueilli par qui? Il est accueilli par le préfet. Et le maire est aux côtés du préfet pour accueillir le gouverneur. C'est des choses élémentaires que tous les Camerounais devaient savoir. Moi, je pense que c'est une situation qui, de mon point de vue, ne devait même pas retenir l'attention des Camerounais. C'est une grosse incongruité. Ça, je le dis. Il n'y a aucun conflit entre un maire d'une ville et le gouverneur de la région. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes, vous savez, bon, l'une des caractéristiques de notre système de gouvernance, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de déplorer cette situation, c'est ce qu'on appelle la gouvernance jacobiniste, où en réalité, le pays est géré à partir de la capitale. Donc même tous ceux qui interviennent comme autorité administrative au niveau de la région sont les représentants, j'allais dire, du président de la République. Le gouverneur est le représentant du président de la République à l'échelle régionale. Quand il arrive dans une ville, c'est lui le patron. Et son représentant dans la ville s'appelle monsieur le préfet du département, qui siège dans ce chef-lieu. Maintenant, le maire, qui est l'autorité de proximité qui gère la ville, doit être à côté du préfet pour accueillir le gouverneur. D'accord. Bon, donc pour moi, ce n'est même pas un problème qu'on devait poser sur un plateau de télévision. Merci. À côté de vous, on reçoit Charles-Élie Zinzan. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, monsieur Zan, et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour, Léla, c'est le RDPC qui vous remercie de l'avoir convié à cette grande tribune d'échange d'informations. Alors, Meilleurs vœux à tous les Camerounais. Nous, on ne distingue pas ceux de Bokito, ceux de tous les Camerounais, meilleurs vœux. alors quelle est Charles-Élie Zinzan, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? Non, avant de parler de l'actualité qui m'a le plus retenu, parce que Oui. c'est un monument de la musique dont je vais parler tout à l'heure, Ah, d'accord. je voudrais dire à M. Bélémé que une enquête prescrite par le chef de l'État où le Consupé va, c'est une activité normale de ce ministère, dans tous les autres ministères, après chaque budget alloué à ces ministères. Et il n'y a pas à s'enorgueillir que le Consupé envoie des gens au ministère de la Santé alors qu'il a envoyé les mêmes agents dans tous les autres ministères. La deuxième chose, c'est que la réunion qui a été convoquée par le ministre n'était pas une réunion privée entre Ninche et le ministre dans son cabinet, c'était une réunion d'explication de la stratégie gouvernementale face au coronavirus devant tous les représentants du peuple et les journalistes et ceux qui voulaient y aller. Mais pourquoi n'être pas allé à l'Assemblée nationale dans ce cas? Si Troisième chose, en ce qui concerne si l'Assemblée, vous dites devant tous les représentants du peuple. quand je dis représentant du peuple, je veux parler des députés, des maires, moi j'y étais. Parce que je voulais entendre quelle est la réaction d'eux. Mais pourquoi n'être pas allé à l'Assemblée nationale? Parce que justement, en ce moment, le ministre a mieux à faire de nous protéger contre la maladie que d'aller répondre aux questions de Nietzsche, qui peut répondre à la prochaine session. C'est aussi ça la réglementation à l'Assemblée. Vous pouvez adresser vos questions à un ministre qui ne vous répond pas lors de cette session et qui viendra vous répondre après. Donnez-lui aussi le temps de trouver les éléments. Quatrième chose... Et l'expression battre le fer quand il est chaud. Madame Léla, même quand vous allez à la police, voilà, il y a un avocat à côté de moi, est-ce que le jour quand vous convoque, vous avez tous les éléments avec vous? Vous pouvez vous faire accompagner par un conseil et puis vous répondez plus tard. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'une activité banale des ministres devienne une affaire comme si Nietzsche avait gagné quelque chose. Et pour terminer, je voudrais dire aux collaborateurs du député Nietzsche depuis 3 mandats qu'on aimerait aussi une explication de tout l'argent des micro-projets qu'il a reçus. C'est aussi l'agence du contribuable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a je pas de voudrais problème. dire... Posez la question, il va vous non, dire je ce sais que qu'il ça a allait dans pas la construction d'un immeuble à Bagna. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais dire ici que je voudrais quand même Vous savez dire combien bonjour. coûte l'immeuble de Bagna? Je ne sais pas. Voilà. Je ne suis pas député pour construire un immeuble. Je ne suis pas député pour construire un immeuble. Ah, Denis Kobo dit que ça a été... Posez la fait. question. Non, ça c'est... Je pense ce que je dis, je dis ce que je pense. Ouais, même Même si les c'est un députés, mensonge, c'est normal, même les députés ont le besoin moral de justifier les micro-projets qu'ils prennent. Il a C'est tout clair. justifié. Tant mieux. Si vous n'avez pas le temps de nous suivre, c'est bon. Chaque année, attendez. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Chaque année, comme nous sommes en janvier, d'ici février au plus tard, chaque député doit venir déposer au bureau de l'Assemblée les justificatifs de l'utilisation de 8 millions de micro-projets.
Alors ici, on parlait de centaines de milliards. M. Zanvia avait la diversion que son vous chef avez d'État lui répondu. régné dans celle-ci. Vous avez répondu, M. Bélémé. Vous avez Si vous répondu. ne déposez pas les justificatifs, Monsieur on ne peut Bélémé, plus vous donner le vous avez millions. répondu En déjà. clair, Voilà. celui qui a pris un œuf n'a pas à justifier, celui qui a pris un bœuf doit justifier d'après vous. Mais il justifie chaque année. Laissez-moi avancer. Chaque année, il justifie. Mais on va pas commencer. C'est comment? Je veux seulement vous aider à mieux cerner votre J'arrive, monsieur débat. On Bélémé. t'attaque léger. J'arrive. Allez-y. Maintenant, je voudrais dire ici que moi, de mon petit âge, je voudrais dire rendre un hommage à Coty François. Monsieur qui a bercé la France de mes parents et mon enfance, qui fait 50 ans de carrière musicale. Et je souhaite quand même qu'à un moment donné, que tous les Camerounais, dans un moment d'élan national, adressent vraiment leurs prières et leurs encouragements à tout ce qu'il y a comme monument, que ce soit dans le sport, dans la politique et même dans la culture de ces pays. Coty François fait dans quelques jours 50 ans de carrière musicale. Nous qui n'avons pas connu sa musique par rapport à Maître Kaka par exemple, nous aimerions qu'on s'attribue cette œuvre et que tous les Camerounais sachent que nous avons encore des patrimoines vivants à côté de nous, qu'on ne le perde pas comme on a perdu Manu Dibango et qu'on se mette à pleurer plus tard, mais qu'on ait la chance de son vivant de festival avec lui. Merci. Alors, je voulais quand même apporter oui. une précision. Allez-y, maître. Parce que je commencerai par là où mon ami Zang a fini. Je pense que l'interpellation qu'il est en train de faire par rapport à Coty François devait plutôt être adressée à son gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement qui est incarné par son parti, qui ne connaît pas, j'allais dire, valoriser la culture de notre pays. Parce que M. Coty François, il l'a si bien relevé tout à l'heure, Coty François va fêter 50 ans de carrière. Coty François a eu dans ce pays l'un des groupes les plus prestigieux de notre musique, le Black Steel. Tout à fait. Monsieur Coty François a lancé un projet qui continue à exister jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle le Fomaric. Appuyé par la ville de Douala. Je suis d'accord, mais sauf que lorsqu'un Coty François marque un temps d'arrêt pour fêter ses 50 ans de carrière, ce qui n'est pas donné, le gouvernement de la République devait se sentir concerné. Parce que les valeurs comme celles-là, il faut les encourager, il faut les protéger. C'est des valeurs qu'on doit protéger dans une République qui s'intéresse, j'allais dire, à ses populations. Et lorsque dans un pays, vous ne reconnaissez pas la valeur de vos artistes, cela pose un problème, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle la culture est la vitrine même d'une jeunesse. Merci, maître. Donc, c'est très important. Je pense que son interpellation a été bien faite, mais il faut qu'elle soit plus bien orientée. C'est ce que je voulais faire. Alors, en moins de 10 minutes, on va rapidement parler du CHAN Total 2020. La compétition est lancée. En match d'ouverture hier, le Cameroun a battu le Zimbabwe 1-0. On va commencer par vous, Denis Kobo. On va s'intéresser notamment à l'aspect communication. Comment est-ce que vous analysez la communication qui a été faite autour de cet événement? Alors, je pense que le CHAN, c'est une compétition organisée par la Confédération africaine de football, accueillie par le Cameroun et fidèle à ma logique, il revenait à chaque Camerounais de se déterminer par rapport à cet événement. Si vous estimez que c'est un événement d'une importance capitale pour votre pays, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je suis allé faire le monitoring sur les réseaux sociaux, dans les journaux, et chacun, tout à l'heure, j'ai parlé de manichéisme qui n'est pas béat. Un citoyen se détermine par rapport au fait que son pays serait un grand pays, ou que son pays serait un pays de merde, comme j'entends beaucoup de Camerounais le dire. Donc ceux qui estiment que le pays est un pays de merde font leur communication pour démontrer que c'est un pays de merde. Ceux qui estiment que leur pays est un grand pays et qu'il doit être un grand pays et le rester, on fait la communication. Je parle justement de la communication des responsables, des responsables, puisque vous dites que c'est je dis quand on parle de la compétition, quand on parle d'une fête, dans mon village, on organise, je suis prêtre, on organise des cérémonies. Et dans chaque cérémonie organisée par un village, par un arrondissement, c'est le citoyen qui se détermine. Ce n'est pas le comité d'organisation qui décide de communiquer, comme si c'était leur compétition. C'est une compétition pour le Cameroun. Est-ce qu'on a suffisamment communiqué autour de cet événement? C'est la question. Si un Camerounais dit que depuis des années qu'on a obtenu l'organisation de cette CAN, depuis les années de ce CHAN, la CAN et même le CHAN, qu'il y a eu, tout a été dit sur les infrastructures, sur tous les travaux, on ne parle que de ça. Dans les médias étrangers même, on ne parle que de ça. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre si on parle plus de ce championnat
dans les médias étrangers que les médias locaux. Je dis que ça, c'est pas... Moi, je ne veux pas expliquer cela. Et j'ai attendu le jour J, parce que je ne suis pas un fan de sport. Par contre, comme l'image, je ne suis pas un fan de sport. Je veux jamais me voir impliqué dans le sport. Je fais le sport dans mon champ. Par contre, comme le drapeau camerounais était en jeu, j'ai regardé la cérémonie à la télévision. Et ce fut une très grande réussite sur le plan de la projection de l'image du Cameroun, sur le plan de notre capacité à organiser un mouvement d'ensemble, à valoriser toute notre culture, ça a été... J'avais également des appréhensions par rapport à une éventuelle piètre prestation de notre équipe à l'ouverture, et tout le monde dit Vous avez été rassuré. Tout le monde dit que c'était une très belle prestation. On a vu des pelouses qui ressemblent aux pelouses où se joue la Champions League. C'est aussi bien que ça vienne de l'Afrique. On n'avait pas dit du Cameroun, c'est aussi bien que ce type d'image vienne d'Afrique. Monsieur Bélémé, avant l'ouverture, hier, on avait plutôt l'impression que les Camerounais étaient très peu enthousiastes. Cependant, hier, on a constaté autre chose. Oui, le patriotisme ne veut pas dire qu'on ne doit pas dénoncer ce qui n'est pas bien. Ça n'a rien à y voir. Dire que ce championnat nous a coûté énormément aux contribuables camerounais. Les stades sont excessivement chers. Et l'autre dit ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote. Il n'y a personne qui attribue à un citoyen le brevet du patriotisme. Il faut qu'on laisse cette histoire. Comment nous sommes aujourd'hui endettés à plus de 3 000 milliards pour organiser ces deux compétitions, qui ont d'abord échoué plusieurs fois. Parce qu'on n'arrivait pas à construire les stades. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas les citoyens camerounais ceux qui dénoncent, qui détruisent l'image du Cameroun. C'est ceux qui sont au gouvernement, les amis de l'ISAN. Ce sont eux qui détruisent l'image de marque du Cameroun. Et ce n'est pas bien. L'autre dénoncer ne veut pas dire qu'on devient un anti-patriote. Le patriotisme, c'est quoi? C'est de dire que, non, quand quelqu'un s'est mal comporté, on doit dire que oui, c'est bien. Parce qu'on doit être patriote. Non, je pense que nous devons être sérieux. Les Camerounais ont manifesté l'enthousiasme parce que, effectivement, les Camerounais aiment leur pays. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens doivent faire n'importe quoi. On ne peut pas laisser les gens se retrouver en train de poser des actes aussi. Et si vous savez que le stade le plus moins cher au Cameroun, pour ces champs a coûté 250 milliards de francs CFA. C'est lequel? C'est le prix que vous sortez. C'est lequel? C'est quel stade? C'est l'affirmation gratuite, ça. C'est quel stade? Bon. Ok, c'est une affirmation gratuite. Les 3 000 milliards, je laisse ça. 250 milliards, c'est quel stade? Je dis, nous avions organisé, au niveau de la région de l'Étoile, en janvier 2019, oui. C'était le 26 janvier 2019, des marches pour protester contre le fait d'abord que ces champs d'organisation, la construction de tous les travaux qui ont précédé, coûtait trop cher. Et en plus de ça, pour dénoncer le fait qu'on avait enlevé l'organisation, la CAN au Cameroun pour envoyer dans un autre pays. Parce que nous n'étions pas prêts. Parce que l'argent déjà engagé était déjà énorme, les sous étaient énormes, et ça ne valait pas. Moi, je vous dis donc que le stade Paul Biya, oui. dans sa conception initiale, c'était un stade qui devait coûter au trésor public parce que c'était multisport. C'est-à-dire qu'avec élargi, et je suis en train de m'expliquer, c'est moi qui... Attention aux chiffres, allez-y. Oui, c'était un stade qui était, dans son débit initial, devait coûter presque 200 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on a réduit ça à un très simple stade, parce que tous les infrastructures connexes qu'on devait construire, les hôtels et tout aujourd'hui, n'existent pas. Est-ce que c'est pas vrai? Et c'est vrai. Je veux dire que... ouais, les infrastructures connexes, c'est-à-dire que tout autour, l'hôtel 5 étoiles... Ça veut finalement dire que le stade le plus moins cher n'a pas coûté 250 milliards. Bon, maintenant... Bon, ils sont comme ça, ouais, maintenant, je reviens, je dis qu'il y a eu des inconducités du genre que dans le devis, le sac de ciment coûtait 15 000 francs, un camion de gravier coûtait 700 000. C'est ce qui est incroyable. Et qu'on nous a fait venir des poteaux préfabriqués en Turquie. Au Cameroun, il y a le ciment, il y a le sable, il y a le gravier, il y a le granit. On peut faire sur place. Quelle était cette histoire de faire venir le stade en béton préfabriqué et dans les bateaux? Merci. Vous voyez donc l'autre dénoncé ne veut pas dire qu'on n'est pas patriote. Charles-Élise, je reviens avec vous une fois encore sur l'aspect communication. Comment est-ce que vous appréciez la communication qu'il y a eu autour de cet événement? Laquelle? Celle populaire ou celle étatique ou celle de la CAF? Bien sûr. Le CHAN est une activité sportive qui appartient à la CAF. Oui. La CAF choisit juste un pays qui va l'organiser. Maintenant, il s'agit à la CAF, à travers l'événement sportif, de faire un retour sur investissement tout en promotant le sport dans tous les endroits où le sport doit être promu. Ça veut dire que la CAF a son rôle au niveau de la communication, qui a été très bien faite par un de vos collègues qu'on appelle Alexis Oué, qui est un compatriote à vous. Maintenant,
après la CAF, vous avez le gouvernement de la République qui, à travers l'événement sportif, doit communiquer. Et là, c'est le ministère de la Communication, le ministère des Sports, tous les ministères engagés dans la réussite de ce champ. Vous avez l'armée, parce qu'il y a du côté de la poule D, qui est du côté de Boyalimbe. Vous avez le ministère des Transports qui devait réguler le transport dans la ville. Vous avez le ministère des Sports qui est l'organe organisateur. Vous avez le ministère de la Santé publique qui devait rassurer les délégations qui arrivent du fait que malgré la pandémie, ceux qui arrivent au Cameroun ne rentreront pas avec la maladie. Et vous avez au-dessus de tout ça le ministère de la Communication qui coordonne la communication. Pour moi, la communication est très bonne. Vous parlez justement du ministère de la Communication. Oui. Si on prend les 5 derniers communiqués de ce ministère, est-ce que la plupart de ces communiqués concernaient le Chan? Je veux dire, prenons juste les 5 derniers. Est-ce que dans les 5 derniers communiqués, il y a 2 qui concernent ce qui s'est passé dans le nord et sud-ouest, il y a un communiqué qui concerne le Chan. Mais est-ce qu'on communique pour communiquer? La communication est aussi gestuelle, elle est aussi gouvernementale. Quand le président de la République reçoit Gianni Infantino, pour la première fois qu'il pose ses pieds au Cameroun, c'est une communication. Quand le président de la FIFA se retrouve au stade Amadou Ahidjo, rénové, c'est une communication. Quand le président de la FIFA, au sorti du stade hier, dit qu'il a été heureux d'assister à 2 matchs de foot consécutifs, et en nocturne et en diurne, et ce qu'il a vu comme cérémonie d'ouverture, c'est une communication. Quand je vois le Constant Omari, qui a fait dans sa vie, d'après ce qu'il dit, tous les aéroports des pays du monde entier, de par son passé de footballeur et actuel vice-président de la CAF, et que ce qu'il voit au Cameroun, c'est bon, ce sont des bonnes nouvelles. La communication est très bonne et je serai heureux tout à l'heure d'aller au stade M. Bélémé parce que merci Charles il n'y a Elisa. aucun stade qui a coûté Merci Charles Elisa. 163 milliards, c'est au Lembe, avec tout ce qui concerne l'infrastructure, l'hôtel sans place, le musée, la piscine. Et enfin, les logements. Merci Charles Elisa. Merci. Merci Charles Elisa. Merci Charles Elisa. Le chantier est en train d'aller vers le c'est pas fait. Non, non, bien précis. Tu dois parler de 250 milliards. Il ne faut pas souvent avancer les chiffres, il faut avancer. Messieurs, Est-ce qu'un camion de sable n'a pas coûté? C'est Messieurs, le problème. C'est Charles Elisa. 85% Un sac de ciment n'a pas coûté 15 000. Charles Elisa et M. Bélémé. Merci. On n'a pas J'aimerais vraiment qu'on évite de crier sur le plateau. Quand ça, non. Surtout que moi, que vous ne me poussiez pas à crier. Excusez-moi, madame. Voilà. Excusez. Alors, maître Simon-Serge Kakac, sur la même question, la communication autour de cet événement. Oui, je pense que... Parce que c'est un aspect qui a été grandement décrié. Oui, j'avoue que au niveau de la communication, de mon point de vue, les choses ne se sont pas très bien passées. Parce qu'en réalité, bon, c'est vrai, Jean l'a dit tout à l'heure, la communication du CHAN, ou concernant le CHAN, ou concernant, j'allais dire, la CAN, relève d'abord de l'organisateur de la compétition, qui est la CAF. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, il y a une part importante qui incombe quand même au gouvernement, parce qu'en réalité, pour que la CAF organise une compétition de cette envergure, il travaille en collaboration avec le gouvernement qui investit beaucoup d'argent au niveau de la réalisation des infrastructures sportives et beaucoup d'autres choses. Maintenant, on a quand même l'impression qu'effectivement, au niveau de la communication, on a noté une espèce de déficit où beaucoup de gens aujourd'hui restent encore sur leur faim quand tu as certaines informations concernant la carte. Je vais prendre un exemple. Bon, je sais que, bon, cela a été rapporté dans certains médias internationaux. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent qui sont basées à Boyalimbe, qui fonctionnent dans une peur. Beaucoup de gens ne sont pas rassurés sur la sécurité dans cette ville qui va abriter la compétition. Mais on a quand même l'impression que jusqu'à présent, le gouvernement est resté un peu muet sur la question. Qu'est-ce qui rassure ces 4 équipes qui jouent là-bas, qui sont logées, je crois, à Boya et qui jouent à Limbe? Aujourd'hui, on a l'impression que du point de vue de la communication, rien que sur ce volet, elle est totalement déficitaire. Donc c'est autant de choses qui font que beaucoup d'observateurs, plus ou moins avertis de la chose organisationnelle, ont l'impression que la communication n'a pas été, j'allais dire, efficiente et complète dans la gestion de cette compétition. Mais les 2 équipes sont entraînées hier au Moliko Stadium à 20h. 2 équipes je suis d'accord. Et s'il y avait l'appréhension dont vous parlez, aucune des délégations ne serait là-bas actuellement depuis une semaine. Il y a 4 pays qui sont actuellement dans cette zone et qui font totalement confiance aux forces de défense de sécurité. Vous avez répondu, Charles Elisa. On ne sait pas, nous, Camerounais, vous avez répondu déjà, Charles Elisa. Allez-y, maître. Bon, maintenant, moi, je voulais embrayer sur un autre aspect. Rapidement.
c'est l'aspect organisationnel qui a été tout à l'heure, j'allais dire, relevé par mon ami Nkwebo. La vérité, c'est que, vous savez, nous autres, à l'Union de population du Cameroun, il nous arrive souvent de déplorer la posture jacobiniste de la gouvernance qu'on nous a imposée depuis près de 40 ans. Parce qu'en réalité, tout se décide à Yaoundé. Qu'on nous a imposé, maître? Oui, en fait, c'est les gens des Antilles. C'est pas le choix des populations. Dans tous les cas, c'est une gouvernance qui nous a été imposée par ceux qui gouvernent. Permettez-moi cette Président de l'UPC avec ce gouvernement. Vous comprenez? Non. Là, on va revenir sur ce volet. Ce que je voulais simplement faire observer, c'est que le système de gouvernance qu'on implémente au Cameroun, depuis notre accession à la souveraineté internationale, a une caractéristique. L'ultracentralisme, tout se gère à Yaoundé. Et vous connaissez la conséquence de l'ultracentralisme du pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'approximation managériale. Et vous connaissez l'un des corollaires, ou alors l'une des caractéristiques de l'approximation managériale, c'est l'improvisation. C'est pour ça que tout le monde a eu l'impression que depuis qu'on nous a donné cette compétition, je crois en 2013 ou en 2014, rien n'avait été fait pendant au moins 3 ans. C'est après 3 ans qu'on a commencé. Je dis ceci, du point de vue même de la réalisation des infrastructures dont vous vous vantez aujourd'hui, rien n'a été fait pendant 3 ans. C'est depuis 2017 que les gens commencent à travailler. La date du champ pas le gré. Non, la date du champ n'a jamais été changée. La preuve est que les marchés qu'on a attribués dans le cadre des infrastructures qu'on a construites pour le champ, ou bien pour la canne, c'est le gré à gré finalement. Aucun de ces marchés n'a suivi la procédure normale. Et vous savez pourquoi on passe au gré à gré? C'est quand il n'y a plus de temps. C'est parce que nous sommes restés dans notre logique de l'impro. S'il vous plaît. La CAF a donné 10 sur 10 hier au Cameroun. Je pense que maître... Monsieur Jean, bon, je ne suis pas là pour tirer sur la CAF. Mais la CAF n'est pas un exemple de bonne gouvernance. La preuve est que le président de la CAF, qui a fait plus de 10 voyages au Cameroun, qui nous a même retiré la compétition. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve à ce moment. En fait, c'est pour vous dire que la CAF... Mais je vais simplement vous dire que nous sommes encore retombés dans les travers de l'improvisation. Voilà, Charles-Élisa. Qui font que beaucoup de gens... Parce que tout à l'heure, vous avez posé une question, elle est là. Oui. Vous avez posé une question tout à l'heure. Vous disiez qu'avant le match d'ouverture, il y a beaucoup de Camerounais enfin, donnaient l'impression de ne même pas être concernés. Vous avez fait un sondage. Non, des reportages ont été faits. Aussi bien, non, des reportages beaucoup de Camerounais... Aussi bien par la rédaction de Spectrum Télévision que par les autres rédactions. C'est quand même amusant de voir Canal+. Je me permets de le citer, excusez-moi. Canal+, pendant 2 semaines consécutives, tous les soirs, de 20h à 21h, organiser un plateau spécial avec tous les anciennes stars du football africain pour parler du chant dans votre pays, et que chez nous au Cameroun, on trouve que non, il n'y a pas assez de communication. C'est amusant. Moi, je suis plus sûr. C'est amusant. Canal Plus n'a pas tendu son micro aux populations de Yassa. Canal Plus n'a pas tendu son micro. Justement, j'y arrive parce que l'émission que moi je suis, où Claude Leroy estime que de par 48 ans d'entraîneur qu'il est, ayant bourlingué dans tous les pays africains, ce qu'il a vu à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et tout comme infrastructure sportive, ce qui arrive là, c'est du jamais vu en termes de CHAN. Mais il n'y a que chez nous au Cameroun où nous trouvons que ce n'est pas bien. Non. Mais les autres trouvent que c'est bien. Qui a dit que ce n'est pas bien? Je ne comprends pas. Monsieur Jean, qui a dit que ce n'est pas bien? Ce que tu as vu hier là à la télé, c'est pas bien. Mais qui a dit que ce n'est pas bien? On dit que vous avez la tenue du Nord-Ouest être applaudi par tout le stade quand les gens la passaient. Vous n'êtes pas content? C'est qu'on dénonce. On dénonce quoi? Vous dénoncez quoi? C'est moi qui avais la parole. Ce que je voulais simplement faire observer pour chuter là, c'est que c'est vous qui avez posé cette question. Vous avez dit que manifestement, avant le match d'ouverture d'hier, beaucoup de Camerounais donnaient l'impression de ne même pas être concernés par cette histoire. Ce qui n'est pas faux. Beaucoup de Camerounais étaient sceptiques pour 3 raisons. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux gens. La première raison, du point de vue organisationnel, beaucoup de Camerounais étaient encore sceptiques. C'est-à-dire beaucoup de Camerounais estimaient que jusque-là, bien que le gouvernement ait déclaré à Mondo Vision que le pays était prêt pour l'organisation. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Alors que le gouverneur allait tous les jours dans ces sites. Deuxième chose, monsieur Jean. Deuxième chose. Oui. Beaucoup de Camerounais se sentaient un peu offusqués de savoir que, comme l'a si bien relevé Bélémé tout à l'heure. Rapidement, vous terminez, maître, rapidement. Beaucoup de gens ont estimé que si c'est... Nous devons organiser la CAN. Si pour organiser la CAN, il faut dépenser près de 2000 milliards.
pour un pays qui n'a pas d'hôpitaux, pour un pays qui n'a pas d'école. De l'eau à boire. De l'eau à Un boire. pays où il y a l'eau à boire devient denrée rare. Vous en connaissez les Pour un pays où l'énergie électrique devient un privilège, j'avoue que beaucoup de Camerounais ne trouvaient pas ça normal. Au Niger, Et la candidat, troisième chose, Rapidement, c'était le Maître. point de vue sportif. Parce que beaucoup de Camerounais étaient presque convaincus que leur sélection nationale qui allait prendre part à cette compétition fait. n'allait pas alors qu'elle a être gagné. compétitive. Charles Vous comprenez? Charles Hier, tout le monde a été surpris. Moi, Tout à Bon, fait. dites-moi, beaucoup de monde a été maître. surpris Tout par à le fait, résultat. maître. Bien Merci. que la production du point de vue footballistique sur le terrain n'était Merci pas maître, le merci plus maître. agréable. Charles On a quand même l'impression Elisan, Charles que Elisan, beaucoup de Camerounais ont une été question. surpris par cette Merci victoire. maître. Charles Elisan, une question pour sortir de ce débat. La réflexion des cours, des routes qui a lieu depuis 2 semaines, c'est pour accueillir les étrangers? Non, je voudrais vous dire Jeanne. qu'il faudrait d'abord que, là je m'exprime en tant que grand conseiller de la ville, D'accord. le rôle de la communauté urbaine de Douala, pour que tout le monde me comprenne, et non je ne veux pas dire mairie de la ville, c'est justement d'améliorer le bien-être quotidien dans l'ensemble. Et le projet de la pénétrante À la veille Est, des compétitions? aucun rapport, ou alors? aucun rapport. Nous savons tous qu'il y a eu une pandémie qui a mis en arrêt tous les chantiers et que lors de la reprise post-corona, il y a une embellie financière qui fait en sorte que les choses reprennent. Je suis heureux d'être grand conseiller, d'avoir signé une délibération qui a permis au maire de la ville de pouvoir créer de la confiance envers certains bailleurs nationaux qui lui ont déposé 150 milliards. Et ces 150 milliards lui permettent maintenant d'arranger la ville. Si c'est que ça tombe au moment du Chan ou pas, c'est tant mieux. Mais ce qui est bien, c'est que ce que je vois à la pénétrante Est, c'est énorme et c'est magnifique. Il faut qu'on apprécie cela. Que ça vienne pendant le Chan ou après le Chan, c'est pas bon. Charles Elisan, il Ce n'y a que pas que j'ai la vu pénétrante. vendredi, Charles Elisan. c'est un exemple. Est-ce qu'il n'y a que la pénétrante? Je veux dire. Justement, j'arrive maintenant sur Bépanda. Bépanda, la route qui dessert Kamtel Bépanda à Carrefour Agip a été refaite complètement. Donc, les sites où. En prélude au Chan ou bien? Mon problème n'est pas à ce niveau. Monsieur Zang, Madame Leila, Monsieur Zang, Vous savez, je ne peux pas vous dire Monsieur Bélé, Vous savez, que le mais- budget pour l'occasion, la CAN prenant en compte les voies de Je communication suis qui désolé. desservent les Non, différents non, stades. vous avez mais non. Et qu'aujourd'hui, nous dit que la communauté urbaine a prêté 150 milliards Xavier pour les Bellemé, réparer. Xavier Où sont Bellemé, partis Xavier, dans le plan de campagne de M. Mbassadine, c'est le grand conseiller qui parle. Au moins, ayez l'amabilité d'écouter au moins à ce moment. Mais c'est j'ai remis en question la gestion de la mairie de la ville. À ce moment, je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas. Et puis les sessions sont ouvertes au public. Prochaine fois, venez vous asseoir, prenez des notes. Et vous pouvez même poser vos questions. Ne venez pas. La télé n'est pas un tribunal. On parle de la Je CAN, vous vous nous apportez laissez-moi. après la communauté urbaine. Justement, la CAN, ce n'est pas justement. Ce n'est pas justement l'état du Cameroun. La CAN, c'est que, comme a dit M. Kwebo, qu'est-ce que vous en faites pour que la CAN réussisse de le Chan? Maintenant, au niveau de l'exploitation tutélaire, quel état? Donc, monsieur c'est pas Zang, en possible. train de construire le Monsieur- route. Laissez-moi Monsieur parler. Bellemé. Le rôle de Zan pour ce chant, c'est aller au stade, par exemple. C'est bien. Ça, c'est mon rôle, par exemple. Et de communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers votre tribune, de ce chant. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la communauté urbaine de Douala, qui est une extension de l'État du Cameroun, doit travailler dans sa ville, qui a la chance d'accueillir 2 poules, quand même. Et c'est là que j'ai été heureux, par exemple, Ah, ça veut dire que c'est en prélude, sans aucun prélude au rapport. Chan. que les Vendredi, j'ai été événements heureux de voir un atelier entre les mototaximans de la ville et la communauté urbaine. Charles- Où Charles- chacun Charles- a pris l'engagement Charles Eliza, on va des mototaximans, sortir de ce à travers sujet. les chasubles, les casques, d'être des bons ambassadeurs. de ce Charles, chant. Voilà comment on contribue Charles à Eliza, on l'effort va d'un sortir de pays. ce sujet. Fekafout, Seydou Bobo Djoya n'en est plus le président. La décision du TAS annulant son élection est tombée ce vendredi. Était-ce prévisible, Charles Eliza? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand une décision est pendante en justice, et qu'à tout moment, il peut avoir rebondissement, il faut qu'on aille sur les pincettes. D'accord. Denis Moi, Kwebo, c'est ce que je sais. Je Denis sais Kwebo, pas qu'est-ce que vous je suis pas pensez de censé l'annonce pour d'une savoir 3e ce- normalisation après celle de 2013-2015, 2017, décembre 2018? Vous savez, dans un environnement de confusion au Cameroun où beaucoup d'incultes prennent la parole en public, on a des problèmes. C'est-à-dire que j'ai vu un journal dire que la rumeur avait annoncé quelque chose. J'ai appelé le journal pour lui dire, si la rumeur c'est une personne, comment est-ce que vous pouvez dire que la rumeur avait annoncé quelque chose? La rumeur est une construction qui est mise en pratique par quelqu'un. Donc, oui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la rumeur. Et maître, c'est ce que j'en sais. Donc si je fais faux, peut-être que On va y j'en sais, aller ça va rapidement, me Denis dire. Kwebo, on va y aller rapidement. La rumeur n'intervient pas elle-même. La rumeur, c'est quelque En chose une qui est minute matérialisé chacun, par hein. nous. En une minute chacun. Alors, je n'ai pas encore vu le communiqué ou la ligne de la sentence du TAS qui annonce une normalisation. Il n'existe aucun document nulle part. C'est que le populisme, dans un environnement, au Cameroun, c'est que chacun, au Cameroun, là, il y a chacun construit sa popularité.
pour construire sa popularité, il faut tout faire pour plaire à quelqu'un. C'est ça que les gens sont populistes. Populiste, tu n'as jamais entendu Maître être populiste. Quand Maître attaque le gouvernement, il fait volontairement omission du fait que en 1992, lorsque l'opposition a gagné l'élection législative, son parti, je dis bien son parti, a rejoint le gouvernement dans une alliance. Et est-ce que c'est normal qu'on fasse une parenthèse sur le fait que l'UPC gouvernemental est comptable des actions de ce gouvernement, ou bien c'est bien qu'un haut cadre dit ce gouvernement, en excluant, je veux dire que ses camarades, entre guillemets, qui ont participé avec ce gouvernement au moment où le Cameroun avait besoin de voir autre chose. Donc, il y a une décision d'État. L'incongruité dans cette décision, c'est qu'on annule une élection, c'est-à-dire qu'on délégitime un élu, et on dit dans la même décision qu'on dit que cet élu qui est délégitimé, c'est-à-dire que dont l'élection est annulée, va assurer l'intérim et organiser l'élection avec l'encadrement de la FIFA. C'est ce qu'il dit. Mais il n'y a aucune... Ce sont les Camerounais qui ont décidé, qui ont pris sur eux de dire qu'il y a une troisième... Allez-y. Mais vous allez prendre la parole. Non, mais moi j'ai la parole. Vous avez terminé de dire. J'attends que quelqu'un nous brandisse le document qui annonce... Merci Denis Kobo. Allez-y, maître. J'avoue que quand je suis mon ami Denis Kobo, j'ai le sentiment qu'il n'a même pas lu la décision. Ou alors... je peux vous la donner, maître. Je peux vous la donner. Je peux vous donner la décision. Je peux vous donner la décision qui est suivante. C'est la rumeur... Là, voici, maître. Vous voulez que je vous donne la décision? Non. La décision, parce qu'il faut qu'on restitue la vérité. Il faut comprendre que lorsque M. Abdourahmane saisit une fois de plus le TAS, il avait demandé 3 choses. Il a demandé l'annulation de l'élection de Sédou Mboumoudja et son équipe. Oui. Il a demandé l'annulation des textes qui ont régi tout le processus électoral. Oui. Et il a demandé la réhabilitation de l'exécutif de 2009. Bien sûr. C'est 3 choses qu'il a demandé. Parce que s'il demande l'annulation de l'élection, l'annulation des textes, il demande la réhabilitation de l'exécutif de 2009, c'est pour permettre à cet exécutif de venir travailler à la place de l'équipe de Mboumoudja. Bien sûr. Maintenant, lorsque le TAS a décidé de vider sa saisine sur cette procédure, le TAS lui a donné raison sur le premier point, en annulant l'élection. Oui. Le TAS lui a donné raison sur le deuxième point, en annulant le processus électoral et les textes y afférents. Oui. Mais le TAS l'a débouté sur le troisième point. On n'a pas réhabilité l'exécutif de 2009. Maintenant, donc, lorsque nous faisons donc ce qu'on appelle dans notre jargon une interprétation téléologique, ça veut dire l'esprit. Parce qu'en réalité, quand vous interprétez soit une loi, soit une décision de justice, on peut l'interpréter de 2 façons. D'abord, de façon littérale, en lisant ce qui est écrit, en ne se limitant qu'à cela. Ou en interprétant, en recherchant l'objectif recherché à travers la décision. Donc, lorsqu'on déboute M. Abdourahmane sur le troisième point, sachant qu'on a annulé déjà l'élection du bureau qui était là. Qui va donc gérer la FECAFOOT? La FECAFOOT n'étant pas dissoute, il faut trouver une équipe pour gérer. C'est pour ça que les observateurs de la chose footballistique en sont allés très vite pour dire que inexorablement nous tendons vers une troisième normalisation qui va gérer, parce que c'est un peu comme ça s'est passé après l'élection, l'annulation de l'élection de M. Tombi Aroko. Donc, en réalité, ce n'est pas la rumeur. Ce n'est pas une affaire de rumeur. C'est une affaire d'expertise qui s'est interprétée, et les décisions de justice et les textes. Qui a eu raison ou pas? Oui, comment? C'est là ils ont raison. Donc, en ce moment, tel que la situation se présente, je le confirme ici, tel que la situation se présente, nous tendons inexorablement et inévitablement vers la mise en place d'un troisième comité de normalisation. L'actualité, parce qu'il y a une autre... J'ai dit qu'il y a un autre élément. Elle va dire un mot, vous allez revenir. Mais non, monsieur Bélémé, permettez qu'il dise justement, parce qu'il y a une décision. Il y a une décision très récente. C'est la même chose, Ce qui veut dire, c'est bon. c'est-à-dire qu'à la suite de la décision du TAS... Permettez qu'il y aille rapidement. Messieurs, permettez qu'il y aille rapidement. Allez-y alors. Allez-y, Denis Kobo. Justement, c'est-à-dire qu'au moment où les maîtres, c'est comme ça que tout s'interprète au Cameroun. Il y a eu tout un débat, ce n'est pas une digression. Depuis, c'est quand vous regardez le fait que le raisonnement public travestisse toutes les règles scientifiques du raisonnement, c'est parce que c'est encouragé, peut-être par le dirigeant principal, c'est de ça qu'il parle. D'accord, allez-y. Chaque fois qu'il y a une décision
au Cameroun, politique, judiciaire, chacun y va selon, pas seulement sa propre compréhension, mais selon sa capacité à se greffer au populisme. Dites-nous, Donc, dites-nous, il y a- dites-nous justement. non, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la décision, l'interprétation de la décision du TAS, on était d'accord. Sauf que la FIFA a reprécisé les conditions Allez-y, justement. d'un tel intérim. C'est que ce sera encadré par eux, par la FIFA, et que le bureau actuel va conduire l'élection du nouveau bureau de la FECAFOOT. C'est ça que c'est déjà écrit. Là également, c'est une autre source conflictogène. Tout Parce qu'en à réalité, l'heure, je veux le dire, non, non, je le dis honnêtement. Voilà, Parce je que vais vous la donner FIFA ça par non, rapport. je voulais juste c'est à une vous que vous parenthèse. donner. C'est toi qui as la Justement, parole. pour vous aider Je voulais juste vraiment ouvrir une petite parenthèse. En fait, il faut que les gens sachent que la FIFA n'est pas au-dessus du TAS. Bien sûr. Et que la FIFA est injusticiable du TAS. Il faut que cela soit clair dans les esprits. J'ai peur que cette nouvelle sortie Justement. de la FIFA soit encore une autre situation conflictogène. Bien sûr, maître. On va encore se retrouver en train de repartir. Abdourahmane va encore attaquer. Et c'est le Abdourahmane football va de nouveau camerounais attaquer qui va en pâtir, cette notamment correspondance. les acteurs du la football qui sont situation les des footballeurs. clubs amateurs a sorti une autre. Oui, c'est-à-dire que Abdourahmane va attaquer cette Merci Denis Kobo. Merci Denis Kobo. Bon, Et il aura toujours raison. effectivement, moi je ne trouve pas question de se retirer. Ici, les deux maîtres Kaka comme M. Kwebo ont raison de s'appuyer sur des éléments. Et le maître Kaka qui est un avocat, c'est un juriste, c'est son domaine. Et moi, je dirais tout simplement que hier, la FIFA, à travers son secrétaire général, a écrit au secrétaire par intérim de la FECAFOOT pour lui dire que le bureau actuel va continuer à assurer l'intérim dans des affaires courantes. Voilà comment ils ont dit. Et préparer les nouveaux textes qui vont gouverner l'élection dans un bref délai pour pouvoir organiser de nouvelles élections à la FECAFOOT. Bon, on ne sait pas si l'élection des membres qu'on a annulée, ceux-ci auront toujours capacité d'être candidats ou pas. Parce qu'il faut que cela soit aussi connu. C'est aussi une autre situation qui peut encore créer d'autres conflits. Et effectivement, l'élection. Et est-ce qu'ils vont donc voilà. Bon, maintenant là, puisqu'il est reconnu qu'ils ont été mal élus, donc l'élection a été truquée. Parce qu'être mal élu, ça veut dire que l'élection n'a pas respecté la règle de l'art. Et il est donc question désormais, selon le test, à pouvoir réunir les conditions nécessaires pour une élection réelle. Merci. Alors le SDF veut de nouveau séduire. Pour cela, le parti a confié à l'honorable Jean-Michel Nithieu la réflexion sur les actions à mener sur le terrain. Dans quel contexte est-ce qu'intervient la mise sur pied de cette commission, la commission Action? Oui, c'est d'abord pour le moment, c'est purement interne. Nous ne pouvons pas ici, sur ce plateau épilogo, sur les orientations de manière matérielle que le SDF va prendre. Mais ce que je peux dire, c'est que le DNEC a exprimé clairement sa volonté de pouvoir passer depuis un certain temps. L'opinion pense que nous sommes dans une sorte de position conviviale avec le régime. Non, le SDF n'a jamais été, c'est ce que l'ONEC a voulu d'abord indiquer à l'opinion publique nationale, que le SDF n'a jamais été dans une opposition conviviale. Nous avions, et qu'en confiant à l'honorable Nithieu cette mission, c'est aussi une autre façon pour le parti de lui reconnaître certaines qualités. C'est un homme qui a été sur la bataille. Je suis content d'être ici avec moi, à côté de moi, un journaliste qui peut bien retracer la vie de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Et le chairman en l'autre décidant, c'est parce qu'il sait que c'est un député qui est virevoltant et qui a toujours été un homme de terrain. Charles Élizan, est-il encore possible? Je crois que l'avenir va nous dire beaucoup sur ça. Merci. Charles Élizan, est-il encore possible d'enrayer le déclin de ce parti qui, on a l'impression aujourd'hui, assiste désormais impuissant à la reconfiguration politique du Cameroun? La première chose que je vais dire, c'est que j'ai fait une analyse politique. Bien sûr. Et que, pour moi, on a remis à Jean-Michel, à Honorable Nithieu, ce travail parce qu'il y avait une saignée dans le parti. Beaucoup de cadres de ce parti sont en train de partir et certains décidaient de partir. Et lui, étant d'abord la personne qui se rapprochait le plus vers un certain parti, il a fallu encore lui remettre donc ce cadeau-là que gère toi-même. Vers quel parti? Le MSC. On lui a donc dit que gère donc... Non, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Et on lui a donc dit, comme vous voulez, vous êtes en train de vous rapprocher dangereusement d'une certaine idéologie. Pendant l'absence du chairman, reprends donc les choses, tu gères toi-même. C'est clair. Et il n'y a pas à dire qu'on est un extra militant. Quand on met en place une espèce de comité ad hoc
de confier cela à un membre du parti, c'est parce qu'il a les super pouvoirs, ou pas, non, c'est parce qu'on estime qu'à un moment donné, c'est toi qui dois gérer. Dans le RDPC, il y a eu ça maintes fois. C'est la commission de discipline, Moussonguer, le président national a décidé que c'est lui, il n'a pas de super pouvoir plus que qui que ce soit. Mais ça n'enlève en rien les instances judiciaires du parti. Le capital sympathie dont semble bénéficier actuellement l'honorable Nithieu peut-il suffire à relancer la machine SDF? Je voudrais dire que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ne connaissent pas le SDF. J'ai l'avantage de mieux connaître le SDF que D'être beaucoup. un ancien militant? J'ai eu ma carte lorsque le SDF n'était pas légalisé. D'accord. C'est après la légalisation que tu as pris la poudre de Scampet. Je n'ai pas pris la poudre de Scampet. J'ai eu la carte d'un parti qui n'était pas légalisé à l'époque. Et sur votre plateau, j'ai eu plusieurs fois l'habitude de dire que le SDF avait un militant. Un militant, et c'est l'honorable Nithieu. Je ne suis pas un partisan du SDF. Mais le seul militant, quand il dit seul, il l'a incarné, il a toujours incarné sans entrer dans un jugement de valeur. L'aile militante. Je n'entre pas dans le jugement la valeur intrinsèque ou d'autres choses. Ça, c'est ce qui est visible. Et la phase la plus active de son isolement, c'était en 2008. Quand Nithieu était dans la rue en 2008, le chairman et la plupart des collabos du parti étaient contre Nithieu. La plupart des dirigeants du SDF ici, les dirigeants nationaux, étaient contre lui. Le fait que Nithieu n'ait jamais été vice-président actif du SDF montre que ce parti n'a jamais voulu, et c'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés. Non, il a déjà été vice-président. Non, avant, non, il a été élu, je dis, je connais comment il a. Il a dissous son parti au profit, il a fusionné. Et le premier combat a été de l'éliminer de la vice-présidence du parti. Le militant du SDF, je ne lui demande pas de parler de ça, parce qu'il y a quand même la discipline du parti pour lui. Donc, l'aile collaborationniste a toujours combattu. Ce parti a toujours été comme ça. Et je me souviens de la dernière manifestation qui était programmée. Et le chairman est arrivé à Douala avec mission gouvernementale d'obtenir que Nithieu arrête ses bêtises, entre guillemets. Et il est venu, il a réussi cela. Donc, sorti de là, je ne veux pas ça les en fait une autre lecture c'est pas une lecture, il faut prendre ça au sérieux. Parce que de plus en plus, les militants du SDF ne comprenaient pas que le parti, parce que moi j'ai connu ce parti militant en tant que journaliste. C'est un parti où quand on allait au NEC, donc ce parti il y a eu des militants de ce parti, il faut dire ça comme ça, qui ont animé sérieusement la scène avec des militants qui sont des militants aguerris. Et le seul parti, jusqu'aujourd'hui, le seul parti de l'opposition populaire, ou populiste même, qui a des structures opérationnelles capables d'être réveillées, c'est le SDF. C'est pas ce que il faut oublier tout ça. Sauf qu'à un moment donné, les caciques du SDF ont poussé jusqu'à leur dernier retranchement les militants vrais, les militants réels, qui, pour la plupart, ont commencé à décamper au profit du MRC. Et le fait, aujourd'hui, c'est la défaite du clan de Fundi avec ses affidés, qui sont connus par vous, c'est cette défaite-là que d'accepter que Nithieu... parce que si Nithieu ne reprend pas pour au moins se relancer l'actualité, c'est la disparition du parti. Donc, il n'avait pas de choix. Maître Simon Serge Kakan, Jean-Michel Nithieu pense que le parti qui a construit sa réputation sur une opposition frontale avec le pouvoir devrait retourner à cette stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, avant de répondre spécifiquement à cette question, permettez-moi de faire observer, pour rebondir sur ce que Denis Nkobo disait tout à l'heure, qu'effectivement, lorsqu'on a le privilège de côtoyer Jean-Michel Nithieu, on a un sentiment qui se dégage sur deux choses. Premièrement, Nithieu, c'est... À première vue, on peut le prendre comme un activiste politique. Mais au-delà de ce côté activiste, c'est un homme de conviction. C'est un politique de conviction. C'est un politicien de conviction. Et sur la base de ses convictions, il prend souvent certaines positions que les gens interprètent comme des sorties activistes. Bon, maintenant, comme il est militant de conviction du SDF, il a toujours été quelque peu combattu et parfois incompris par ses camarades. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la frange majoritaire des cadres de ce parti sont dans une posture collaborationniste avec le parti au pouvoir. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Michel.
Maintenant, donc, Jean-Michel, effectivement, tellement il s'est monté téméraire dans cette posture, qu'à un moment donné, suite à la défaite de ses adversaires du parti, parce que je suis entièrement d'accord avec Denis, que c'est la défaite du camp collaborationniste aux dernières échéances électorales qui a amené certaines personnes à faire pression sur le leadership du parti pour dire que non. Au fait, si vous ne laissez pas le cadre qui s'impose comme un militant de conviction, prendre les choses en main, nous sommes bien partis pour la disparition. Vous dites la défaite du camp collaboratiste. Collaborationniste. Collaborationniste. On ne cite pas les Oui, non, je ne cite pas les contemporains, mais vous êtes journaliste, vous comprenez de quoi je parle. Je dis ceci, il y a la défaite du camp collaborationniste. On a vu le SDF à l'élection présidentielle. On a vu le SDF aux dernières échéances. Bon, je ne suis pas là pour retirer sur les gens, mais tous ceux qui savent observer voient que tous ceux qui ont incarné le parti à ce moment précis n'étaient pas forcément les militants de conviction. Vous comprenez? Qui étaient dans la même posture que Jean-Michel Nitieux. Maintenant, donc, que ce côté où alors cette telle collaborationniste a connu cette cuisine défaite, il y a eu des gens qui... Je ne suis pas de ce parti parce que je n'aime pas parler de ce parti, mais je dis, il y a des gens dans ce parti qui ont poussé le leadership à responsabiliser Jean-Michel Nitieux. Vous lui dites, prenez les responsabilités, essayez de réfléchir. Parce que si vous ne le faites pas, nous sommes bien partis pour la disparition. Surtout que... C'est pas là que je chute. Oui. Surtout que, lorsque nous faisons une exégèse de notre environnement politique, il se passe que le SDF est allé chasser dans les champs en jachère de l'Union de population du Cameroun. Et vous comprenez ça, il faut le savoir. Et de deux, on a l'impression que dans cette chasse, dans ces champs, le SDF a été poussé par un nouveau venu qui l'a poussé à ses derniers retranchements. Je parle du MRC. Aujourd'hui, on a l'impression que le SDF et le MRC se trouvent, j'allais dire, dans les mêmes champs. Lorsque vous prenez seulement la ville de Douala, prenez seulement comment dirais, l'espace qu'on considérait comme la chasse gardée du SDF, ou alors son terrain de prédilection qui était Douala 5e. Aujourd'hui, à Douala 5e, je ne suis pas si sûr que si on organise une élection véritablement démocratique où tous les acteurs, comment dirais-je, sont présents, le SDF va tirer son épingle du jeu devant le MRC. Merci, maître. Étant donné qu'il y a cette nouvelle situation qui arrive, le leadership du parti a été contraint de responsabiliser l'opposition républicaine dans le fondement est la convivialité institutionnelle, notamment avec le RDPC. Est-ce que c'est de cette opposition-là qu'a besoin le Cameroun? Je voulais d'abord dire qu'on collabore avec l'État, avec le gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens que quand un député, futur de l'opposition, un ministre du gouvernement collabore pour l'intérêt de la nation, c'est que c'est une collaboration. Non. Il faut qu'on fasse attention avec nos termes. Tout ne peut pas être député dans un pays sans pour autant collaborer avec le gouvernement en place. Il faut que ces deux structures fonctionnent ensemble. Quand il parle de collaboration, vous savez très bien dans quel... J'arrive. Je dis, Jean-Michel Nitieux, s'il est député dans ce pays, si Jean-Michel Nitieux est responsable d'un parti politique républicain, parce que c'est un parti politique républicain, jusqu'à peu le contraire, légalisé par le gouvernement de ce pays, vous devez collaborer. Collaborer signifie que vous travaillez ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation, mais chacun selon sa vision des choses. Maintenant, ne faites pas croire. Voilà. Mais ne faites pas croire aux gens que. Parce que j'ai l'impression qu'on veut faire croire aux gens que le fait que Maître Kaka, peut-être du PCC, la député demain, Zamini demain. Non, ne confond pas. Non, c'est pas c'est toi qui as la parole. Ne confond pas collaboration et cohabitation. J'arrive. Voilà. Non. La collaboration. Maintenant, la troisième chose veut dire toutes les attaques que le gouvernement Nitieux fait là. Et là, je le dis. Du haut du communicant du lion que je suis. Toutes les attaques que le Nitieux fait aujourd'hui contre Manaouda viennent du RDPC. Ce sont les gens du RDPC qui veulent la place de Manaouda qui lui filent les informations. Donc, ils savent comment ils collaborent là-bas. C'est une fourmilière finalement au RDPC. Mais c'est normal, nous sommes des êtres humains. Vous croyez qu'il y a dans quel pays, vous avez l'impression qu'il y a dans un gouvernement, quand les gens savent qu'il y a un gouvernement qui arrive entre temps, ce qui se passe, et les marabouts, et les prêtres, et les sabotages. Ça se passe au RDPC, Charles Elisa? C'est mon parti. Ah, c'est mon parti. Je dis, j'assume mes paroles. Parce que le RDPC n'est pas que fait c'est un nid d'ange. Je ne suis pas comme les autres qui pensent qu'ils ont Camerounais, que nous sommes très bien, nous sommes les anges, mais on va venir changer le pays en 3 secondes. Non. Le RDPC est un parti qui est fait d'hommes et de femmes, et chacun vient avec sa mentalité, son éducation, chacun sait ce qu'il est venu faire là. Et nous, les vrais militants du RDPC, nous luttons contre ceux-là qui viennent avec cette manière de collaborer et qui donnent les informations à Nitieux pour tirer sur un militant du RDPC. Et là, moi, c'est pour ça que je supporte Manaouda. Toutes mes tripes. Maintenant, je voudrais dire ici que
À ce qui me concerne, on a remarqué que plus vous êtes hyper radical envers le gouvernement de la République, plus vous avez certaines sympathies populaires. D'où la montée en puissance du MSC. Et je l'ai dit, et heureusement dit... Finalement, en fait, ce que vous dites, ça veut finalement dire que le RDPC n'est pas aimé par la population. Ce que vous dites... Je dis non. L'amour en fait, de la population envers un parti, si lui, ça permet les résultats. Plus vous êtes dur avec le RDPC, plus vous avez une sympathie populaire. Justement, l'amour d'un parti politique envers sa population s'exprime au travers des résultats sur les suffrages. De ce côté, il n'y a aucune unité de mesure pour mesurer l'amour qui est entre les partis. C'est quand on voit les résultats, on voit. Le RDPC appuie toutes les mairies où il y avait le SIF, par exemple. Ça veut dire que pourquoi les populations semblent donc aimer les justement, parce qu'on est dans un environnement de l'esbrouf. Maintenant, dans tout ce qui vous aime là. Non, Denis. Non, Charles, non. Je veux vous dire, c'est toi qui as la parole. C'est juste une parenthèse. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec lui que plus vous rompez, vous pratiquez la politique de rupture avec le pouvoir, plus vous êtes aimé par les populations. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire tout simplement que les populations aspirent au changement. Un changement, je dirais même systémique. Mais tu vas pas c'est terminé. Non, c'est une parenthèse juste. Okay. Les populations aspirent au changement. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui veulent le changement. Mais si ces populations veulent le changement, pourquoi pour y parvenir, il faut rompre avec le pouvoir. Mais pourquoi avoir voté? Tous ceux qui pratiquent la politique de rupture sont aimés par le pouvoir. Si ces populations veulent la rupture et le changement tel que vous le dites, pourquoi avoir voté pour le RDPC? Parce que... Non, il faut le pour le RDPC. Justement. Non, vous savez... allez, Charles-Élisa, la parole. Charles-Élisa, termine. C'est cette facilité analytique-là qui me fait rire. Parce que quand je vois l'élection municipale de février 2020, à Douala deuxième par exemple. On ne parlait pas de l'élection justement. Non, mais c'est ça la politique, c'est le SDF. C'était une parenthèse. La question, je vais bientôt vous reprendre la parole et pourtant vous n'avez pas répondu à la question. L'opposition républicaine dans le fondement est la convivialité institutionnelle avec le RDPC notamment. Est-ce que c'est de cette opposition à la qu'a besoin le Cameroun? Justement, c'est quoi le rôle d'un parti politique? C'est la conquête du pouvoir. Oui. Le deuxième parti politique actuellement, en termes du nombre d'élus, c'est l'UNDP. Oui. Et l'UNDP est un parti qui collabore avec le RDPC. Un parti de la majorité présidentielle. Mais laisse-moi parler. L'UNDP est de l'opposition. Mais le fait que l'UNDP, elle soit de la plateforme présidentielle, ne veut pas dire que l'UNDP... Deuxième chose, maître, le PCRN a sa manière de fonctionner. Première élection, ils ont eu 5 députés. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils sont un parti d'opposition de collaboration. C'est clair. Donc il faut qu'on se comprenne bien. J'ai l'impression que chacun, dans le cosmopolitisme politique que nous avons au Cameroun, vient avec sa manière de faire de la cour aux populations et seul le résultat compte. Merci. Si vous choisissez d'être radical et que lui, ça l'arrange et qu'il soit élu le seul à Ouvry-Est, c'est tant mieux pour lui. Merci, Charles. Mais sauf que d'autres qui sont plus doux que lui, parce qu'on parle de Nietzsche, de Oussila. Denis Kobo, avant M. Bélémé. Merci, Charles Élisa. Denis Kobo, avant M. Bélémé, de quelle opposition, selon vous, de quelle opposition a besoin le Cameroun aujourd'hui? Une opposition frontale, radicale, ou alors une opposition, entre guillemets, républicaine? Bon, il n'y a aucun parti qui s'appelle opposition. Qui s'appelle Opposition. Ce n'est pas le nom d'un parti politique. Dans un pays, sur la scène politique, il y a le parti dominant, le parti qui dirige, il y a ses alliés qui constituent une majorité. Ceux qui ne sont ni de la majorité, ni de pouvoir, sont de l'opposition. L'opposition, c'est le contraire de ceux qui ont le pouvoir. Mais sauf que quand on dit que chaque parti politique concourt à l'expression du suffrage universel, le parti politique veut conquérir le pouvoir. Il y a des partis politiques qui veulent d'opposition, qui veulent prendre le pouvoir, créer une école gratuite, créer l'hôpital gratuit. Il y a aussi les opposants qui veulent prendre le pouvoir, créer une école payante, créer un hôpital payant. Ceux-là ne sont pas en alliance. Celui qui veut l'école gratuite est opposé à celui qui veut l'école payante. Donc, il ne faut pas croire qu'il existe des oppositions dans un pays. Et dans la plupart des pays du monde, il y a des oppositions. Alors, pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme le Cameroun, quel type d'opposition est-ce qu'il faut? Il faut tout. Frontale,
Ce n'est pas... Est-ce qu'il faut Vous savez, une tout à l'heure, opposition quand on parle de... Il y a ce qu'on appelle le populisme. D'accord. Le populisme, c'est politique, c'est la politique qui est faite pour plaire. Et ça n'a jamais mené nulle part en dehors des situations anarchistes qu'on a vues dans certains pays d'Europe. Un parti anarchiste, populiste, n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Vous savez que quelquefois, il y a des oppositions dans certains pays et même des partis au pouvoir qui se sont alliés pour barrer la voie au populisme. C'est pour ça que lorsque le Front National, le candidat du Front National lorsque le candidat du Front National en France passe au premier tour, Au second tour. il passe au second tour, c'est-à-dire qu'il passe au second tour. On a vu les socialistes, tous les républicains en France se liguer contre le Front National. Parce que c'est un parti populiste. Le populisme, il est populaire, mais ne représente pas les intérêts fondamentaux. Ça, c'est pour répondre à la question. Pour dire que, je veux dire pour faire pour dire que au Cameroun aujourd'hui, on a besoin d'une opposition républicaine. qu'est-ce que l'opposition républicaine? Une opposition Un parti conviviale. politique, chaque parti politique décline, par exemple, la forme de l'État. Il y a des partis qui sont pour la République. Un parti politique peut dire je veux la monarchie au Cameroun. Et ça ne fait pas de ce parti un parti anarchiste. Je viens, non, maître, je vais venir, maître. Non, vous avez la parole, maître. C'est important parce que la question qu'elle pose est d'une pertinence. Non, oui, et je peux valemment répondre à cette question-là. Je peux valemment répondre à cette question. Parce que la question est vicieuse. Non, elle n'est pas vicieuse. Elle est vicieuse d'un point de vue professionnel. Cette question n'est pas vicieuse. Non, maître. Cette question est constructive, bien au contraire. Vicieuse ne veut pas dire qu'elle n'est pas constitutive, maître. Une question difficile est une question difficile qui mérite que la réponse soit sérieuse. C'est ça que ça ne veut pas dire que la question est à jeter. C'est pas moi qui le dis. Oui, elle est vicieuse. Elle est vicieuse parce que c'est toute la question même qui se pose aujourd'hui à l'opposition. C'est pour ça qu'elle est vicieuse. Et si on ne l'adresse pas bien, on serait... Oui, je viens. Elle est vicieuse. Mais vous allez répondre. Même si vous ne veux pas que je réponde. Allez, vous terminez, Denis, que vous quand j'ai planté le code tout à l'heure, parce que c'est important, tout à l'heure, c'est pour que ceux qui regardent l'émission comprennent bien que, à la question de savoir quelle opposition pour le Cameroun, je viens de dire qu'il y a plusieurs oppositions. Vous dites quelle opposition. Je ne sais pas si quelle chez vous est au pluriel ou au singulier. De quel type? Je veux dire. Voilà. Il faut donc au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas sur la déclaration populiste d'un leader qu'on reconnaît un parti politique. Un parti politique a un projet. Je connais le projet du SDF. Pour avoir lu ce projet. Je connais le projet UPCiste. Je connais d'autres projets. Donc, et c'est tous ces projets-là, quand vous dites les Camerounais, il y a 25 millions de Camerounais, 3,5 millions d'électeurs jusqu'à aujourd'hui. Donc plus de 21 millions et demi de Camerounais qui ne sont pas dans le jeu électoral. Il faut faire donc attention. Je voulais dire, maître, vous allez répondre à la question. Donc l'opposition, les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir présentent des projets. Et les Camerounais, sans que le messie que quelqu'un voudrait être. Les Camerounais n'ont pas besoin que Denis Coderre leur dise voici le type de position qu'il faut pour vous. Les projets doivent être présentés aux Camerounais et les Camerounais vont choisir. À ce moment-là, on saura quel. C'est eux qui savent quel projet qu'ils attendent. Parce qu'on sort de ce sujet avec M. Bellémé, rapidement. Faire observer que, en fait, la question qui vous est posée, Denis, est celle de savoir quelle opposition, vu le contexte actuel, quel type d'opposition les Camerounais ont besoin, de quel type d'opposition les Camerounais ont besoin pour parvenir au changement. Parce que lorsque vous êtes un grand journaliste, allez faire un travail d'investigation sur le terrain. Vous allez voir que 90% de Camerounais veulent le changement. Les Camerounais veulent le changement. Ça s'exprime à travers les urnes. 90% de Camerounais, allez dans les quartiers, posez les questions aux Camerounais. À 90%, vous verrez que beaucoup de Camerounais veulent un changement de système. Les Camerounais ne veulent même pas une transition politique. Les Camerounais veulent une alternance politique. Ça veut dire l'avènement d'un autre système qui viendra avec de nouveaux dirigeants, avec un nouveau système. Maintenant, pour parvenir donc à cela, de quel type d'opposition les Camerounais ont besoin aujourd'hui? Moi, je vous répondrai d'une opposition alternative qui n'est pas en train de collaborer avec le pouvoir actuel, qui vient avec des nouvelles idées, avec des nouvelles hommes et naturellement avec un nouveau... Donc pour moi, c'est une opposition radicale. Maintenant, pour chuter, il faut qu'on se comprenne, elle est là. Je vais chuter en disant ceci. Lorsqu'on prend un pays comme le Cameroun, lorsqu'on prend la classe politique, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de partis politiques. Il y a des partis de rupture. Qui sont les partis de pouvoir? Ils peuvent être au pouvoir au même titre que le parti qui est au pouvoir.
qui ne collaborent pas avec le pouvoir. Ils sont là, ils ont un programme, ils ont un projet de société capable de les porter au pouvoir et de diriger mieux que ceux qui sont là. C'est un parti de pouvoir. Maintenant, il y a des partis d'accompagnement qui sont seulement là pour accompagner les partis qui sont au pouvoir. C'est ce type de parti qu'on a aujourd'hui au Cameroun qui travaille avec le RDPC. On va te dire qu'ils ont 10 députés, ils ont 15 députés. Mais ça pertinemment que leurs 10 députés ne peuvent pas porter une dynamique de changement. Ils sont seulement là pour accompagner. Merci, maître. Il faut avoir Monsieur Bélémé, on sort de ce sujet avec vous. Il faut combien de députés pour porter le changement? Denis Kobo et maître Simon Serge Kakak. Monsieur Bélémé a la parole. En tant que militant du SDF, qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Non, la commission, il y en a deux. Il y a deux commissions que l'on a quand même. Action. Ouais, il y a réconciliation et action politique. Voilà, l'action politique, c'est parce que les militants, la base SDF et sympathisants demandent de plus en plus à ce que nous revenions aux fondamentaux du SDF. Parce que, comme le disait tout à l'heure Maître Kakak, ce qu'il faut, il faut une nette démarcation entre le SDF et l'ordre gouvernant. Il faut que ça soit clairement défini parce que nous sommes, le SDF est né dans la rue. Et puis de cette histoire de parti républicain, ça me répugne un peu. Parti républicain, ça veut dire quoi? Ça veut dire un parti légalisé. Tout parti politique qui porte le sceau de la légalisation est un parti républicain. C'est-à-dire qui est porteur d'un projet pour la République du Cameroun. Si un parti n'est pas républicain, il devient comme les ambazoniens qui ont pris les armes contre la République. Ça, les ambazoniens, c'est une organisation. Donc, tous les partis politiques qui portent le sceau de la légalisation du MINAT sont des partis politiques républicains. Maintenant, le problème au Cameroun est que nous avions en face de nous un régime qui est là depuis 38 ans, qui n'a plongé les Camerounais que dans la misère. Vous allez chez vous, vous ouvrez le robinet, il n'y a pas de l'eau. On trouve encore au Cameroun des enfants qui s'asseyent sous l'arbre pour faire l'école. On ne passe plus. C'est le régime, c'est le bilan du régime de M. Zang qui défend, il représente ici. Il y en a ça partout. Les voies de communication sont complètement à terre. Les Camerounais ont besoin d'une Une parenthèse. Non. Une seconde. Charles Élisant, quand vous dites que ça ne passe plus, est-ce que ce que vous voulez, ce que vous sous-entendez, c'est que ce n'est pas réel ce qu'il dit, qu'il n'y a pas d'école sous l'arbre, ou alors c'est un discours qu'on a trop entendu? Il y a même les écoles sous l'arbre. D'accord. Est-ce que je le dis? Il y a des endroits au Cameroun, il y a pas des écoles. En fait, c'est pour dire que c'est un discours qu'on a trop entendu. C'est pour dire que depuis 90 qu'ils sont nés, ils le disent et les Camerounais sont fatigués. Ils ne donnent rien aux Camerounais. Mais depuis qu'ils le disent, c'est moi qui parle. Charles Élisant, mais depuis qu'ils le disent, comment est-ce que vous expliquez justement mais sauf que le fait que ça ne change? je ne comprends pas comment est-ce que soit les Camerounais ne voient pas, soit les Camerounais n'entendent pas, mais il y a un sérieux problème dans l'opposition qui a tous ces griefs contre le gouvernement en place et qui ne réussit pas à convaincre cette population de la suivre, cette opposition-là. Ok, madame, je peux continuer. Non, je n'ai pas terminé. C'est mon temps de parole, monsieur. C'est la parenthèse qui est finie. Vous avez déjà terminé. Donne-moi 5 secondes. Soit. J'essaie de vous avoir l'habitude de faire le dictat partout. Prenez même tout le temps de l'émission. Soit vous êtes des mauvais hommes politiques, soit c'est votre programme qui ne passe pas, ou alors. Ils fonctionnent dans un système totalement vicié. C'est ça la politique. Allez-y, Et monsieur. estime que vous faites les marches et qui ne marche toujours pas. La rue. Charles Élisant, merci. Monsieur Bélémé. Bon, ok. Depuis 1992, la première élection pluraliste au Cameroun, c'était en 1992, avec les législatives, le RDPC a été battu par l'opposition, à plate couture. Et deuxième élection présidentielle, le RDPC a été battu. Ils n'ont jamais gagné une élection. C'est à partir d'octobre. Attendez, monsieur Élisant, quand vous parlez, je vous écoutez. Non, vous parlez, je vous écoutez. À partir d'octobre. Non, mais sauf que, messieurs. Voici l'arrêt je fonde mon propos. Lequel? L'arrêt du président de la Cour suprême, Dipanda Mwele. Oui. Allez-y au greffe de la Cour suprême, vous allez avoir de décision. Il dit, oui. Il énumère toute la panoplie des irrégularités qui ont émaillé cette élection présidentielle de 92. Oui. Tout le monde s'attendait qu'il dise à la fin que l'élection est annulée. Les PV falsifiés. Ces messieurs ne connaissent rien d'autre que la falsification, la fraude. C'est pas important. Le RDPC est au pouvoir parce qu'il ne se maintient pas la faute. Vous avez vu dernièrement la sortie de... Ça, c'est ce qui se dit de façon officieuse. Non, c'est officiel parce que je fonde mon argumentaire sur l'arrêt de l'élection présidentielle par le premier président de la Cour suprême, Dipanda Mwele, qui est même encore en vie, et les archives sont là. Ils peuvent aller là-bas. Dipanda Mwele a énuméré tous les irrégularités. Parce qu'on a des cas de SDF qui ont acheté l'élection dans ce pays. Claire. Vous avez pas raison. Voilà. Mais si... Je suis en train de dire que je ne veux pas répondre à Denis Kwebo. Il sait bien que ce qu'il dit n'est pas fondé. Et on sort. Il n'en a pas assez d'argent pour le faire. Et que si le RDPC aujourd'hui se retrouve tout puissant, contrôlant pratiquement
presque les 180 députés de l'Assemblée, pratiquement la totalité des mairies de la République du Cameroun. Le Cameroun est où? Justement, c'est encore la fraude électorale. Le DGSN, vraiment madame, c'est très important, il faut que je le dise. Le DGSN, dernièrement, à sa sortie, parlant des cas d'identité, dans son rapport, il parle de plus de 3 millions de cas d'identité qui connaissent des problèmes de multiples identités. Il faut que ces cas d'identité-là sont comment? La plupart sont des électeurs itinérants du RDPC. Qui détiennent autant de les Camerounais ne vous demandent pas d'accuser le RDPC, ils vous demandent de leur faire une proposition d'un projet de société viable. Il y a très longtemps, c'est pour ça qu'ils s'opposent contre la biométrie intégrale. Parce que le jour qu'il y aura la biométrie intégrale, les Camerounais ne demandent pas qu'on dise que le RDPC vole. Non, monsieur Elisa, quand vous parlez là tout à l'heure, je vous dis les Camerounais veulent entendre faire de bonnes propositions. Mais j'ai un fédéraliste, et vous avez échoué en février 2020. Jouer de quoi? Depuis les élections, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, tu n'es pas candidat. Est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce que tu n'étais pas candidat? Est-ce qu'il y a eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je ne parle pas de Douala. Tu parles de quoi? Je parle que les deux régions du nord-ouest. Et les 8 autres régions. Les 8 autres régions. Messieurs, Charles Elisa et M. Bélé, je vous rappelle tout de l'ordre. Je voudrais un peu rassurer. Ninchelu est trop fort d'être élu. Je vous rappelle tout de... Ça s'est dit à ma présence. Ninchelu est trop fort d'être élu. Au SIF entre les cadres du parti. Il y a un problème de Ninchelu aussi. Il y a un problème entre les deux. Il n'y a pas un problème. Je vais le dire simplement avec votre permission, Madame Léla, qu'il n'y a pas un problème qui oppose un cadre du parti contre un autre. Il n'y en a pas. Mais il peut y avoir, comme tout problème, comme tout parti politique, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir des réflexions opposées. Mais ici, maintenant, on revient dans... Quand le parti a décidé, comme il a décidé de Yennek, tout le monde se met sur cette base. Il y a une commission de réconciliation. Il y a une commission de réconciliation il y a une commission de réconciliation qu'on a créée dans un parti. Et un responsable de la communication dit qu'il n'y a pas un problème. Alors, quel est... Merci, messieurs. Merci. Il y a des problèmes. Non. Merci. J'ai dit qu'il y a des problèmes d'appréciation. Charles Elisa et M. Bélémé, quelle est la place que les Camerounais accordent aux nationalistes? La question, on la pose à la faveur de la commémoration le 15 janvier de la mort de Ernest Ouandjé. Denis Kobo, comment est-ce que vous appréciez la façon dont se fait justement cette commémoration au Cameroun? Je vous ai parlé tout à l'heure du populisme, je reviens au populisme. Les Camerounais qui ont pendant longtemps collaboré avec le système et qui ont perdu toute crédibilité ont deux options. Soit ils s'attaquent à la crédibilité d'autrui, soit ils essaient de reconstruire ou de construire une fausse popularité. Et l'une des façons les plus simples de le faire, j'ai vu un candidat qui allait une fois sur la tombe de Aïdjo, après il est sorti pour aller sur la tombe de Oumniobé pour montrer qu'il fallait réconcilier les Camerounais. C'est-à-dire qu'entre le bourreau de Oumniobé, le bourreau des Camerounais et les victimes, il faut être Camerounais pour savoir comment créer cette forme de confusion. Il y en a aussi qui pensent aujourd'hui que, parce que j'ai suivi sur une chaîne de télévision le 15 janvier, les anti-modèles d'histoire, on a invité quelqu'un pour venir descendre, railler, ruiner le combat de Ernest Ouandjé. Entre-temps, vous avez des personnes apparentées aussi qui brandissent l'effigie de Ouandjé, qui postent quelque chose, un message sur leur mur, sur Twitter, sur Facebook. Ce que les successeurs des pères fondateurs du nationalisme camerounais peuvent noter, c'est que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas que Ernest Ouandjé soit à l'honneur. C'est déjà un pas que le 13 septembre prochain, les Camerounais sachent qu'il y a une autre figure historique, marquante, militante de l'Afrique, du Cameroun, qui a été trahi. Ouandjé a été assassiné le 15. La meilleure façon de célébrer les héros, les pères fondateurs du nationalisme camerounais, c'est d'être sur leur pas. Il n'y a pas deux façons de célébrer les héros. La meilleure façon de célébrer les héros, c'est de se mettre dans le combat de ces héros-là. Parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Tout le monde sait que le sang des patriotes est une sémence
Le patriotisme. Bon, mais écoutez, Maître Simon- Maître Simon Sèche-Kaka, que représente justement Ernest Ouandji et les autres nationalistes pour la nation camerounaise aujourd'hui? non, avant de répondre à cette question, permettez-moi, Léla, de rebondir sur ce que vous disiez. En fait, le vrai problème que nous avons, c'est que les gouvernants de ce pays nous ont installés dans une posture qui ne nous amène pas, qui ne nous ramène pas vers notre histoire, qui ne nous ramène pas pour ceux qui ont travaillé pour que ce pays existe comme État. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez de la célébration ou de la commémoration de la mort d'Ernest Ouandji, ça ne doit pas être une affaire des partis politiques. Ce n'est pas une simple affaire de l'UPC. Ça devait être une affaire nationale. Mais est-ce que même dans nos programmes scolaires, on a même déjà donné un cours sur le nationalisme camerounais? Oui. Moi, j'ai mon propre fils qui me disait ce matin, quand je lui ai dit que je venais à l'émission, il m'a dit, papa, mais c'est pour parler de quoi? Je lui ai dit, mais c'est pour parler des nationalistes. Et il me dit comme qui? J'ai donné Oumniobe Ruben, le docteur Moumier, j'ai parlé de Castor Sinda Fana, j'ai parlé de Abel Kenyé, j'ai parlé de Ernest Ouandji. Il me dit, mais on leur dit souvent que c'est des terroristes, c'est des gens qui ont tué les Camerounais. C'est l'image qu'on a mis dans la tête de nos enfants. Que tous ces gens-là qui ont travaillé pour que ce pays existe n'étaient que des assassins, des maquisards, comme on les appelle. Alors que c'est des gens qui ont travaillé pour libérer totalement ce pays. Demandez aux Camerounais, faites un peu un fausse populaire là quelque part, demandez-leur quelle est la date de création de l'UPC. Posez cette question, personne ne va te dire. Demandez-leur qui ont pris part à l'Assemblée générale constitutive de l'UPC, qui est quand même le parti politique qui est porteur du nationalisme camerounais. Je ne suis pas sûr que 10 Camerounais sur 100 vont vous donner la bonne réponse. Je suis sûr. Demandez aux Camerounais qui est Ruben Oumniobe, qui est Ernest Ouandji. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est parce que du côté de ceux qui nous gouvernent, on a tout fait pour que ces gens soient dans l'oubli. C'est vrai qu'il y a eu une loi en 1980, une loi de réhabilitation. On a fait des héros nationaux. Mais le truc n'est pas de faire des héros nationaux. Qu'est-ce que le gouvernement a fait par la suite pour que ces gens représentent quelque chose pour les Camerounais? Lorsque vous prenez un cas, je vous l'ai dit honnêtement, du premier président du Cameroun indépendant entre guillemets. Il y a encore le débat aujourd'hui sur, j'allais dire, le transfert de ces restes de Dakar à Yaoundé ou bien à Garoua. Les gens vous disent que non. Il y a quelqu'un qui a dit. Écoutez, il n'y a pas de débat. Vous terminez, maître. Vous terminez, maître. Non, il n'y a pas de débat. Il y a un débat parce que. C'est vous qui avez fait un débat. Il y a un débat. Cette question a été posée dernièrement. Il y a même gouvernement qui a dit que non, c'est une affaire. Je sais pas qui le président de la République a déjà répondu. Il a répondu que c'est une affaire de la famille. Bien sûr. Non, on ne débat plus. Est-ce que le président, quelqu'un qui a été premier président d'un pays comme le Cameroun, est encore la propriété de sa famille? Oui. Non, pas du tout. Ce monsieur fait partie de notre patrimoine national. Oui. Ce n'est pas une affaire d'une famille. Qu'on l'aime, on ne l'aime pas. Qu'on l'aime pas. Qu'on ne soit pas dans les mêmes convictions politiques. Je pense que ce monsieur qui a été notre premier président n'est plus une affaire de sa simple famille à Garoua. Donc c'est pour dire ceci. Non, écoutez un peu. Je veux dire ceci. Je veux simplement dire que son corps doit rester là où il y a le corps de Moumier. C'est pas là que je vais chuter. C'est pas là que je vais chuter. Je pense que les là pour la question. Vous êtes vraiment nationaliste. La celui qui nous a massacrés ne peut pas avoir la priorité dans notre débat. On n'accorde aucune place à nos martyrs. Est-ce qu'Aïdjo était martyr même? Maintenant donc, c'est par là que je vais chuter. Je suis d'accord avec Denis Nkwebo qui pense que aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler pour la réhabilitation de ces martyrs de notre pays doivent prôner, doivent prêcher par l'exemple. Ils doivent marcher sur leurs pas. Parce que lorsque vous lisez les fondements du nationalisme camerounais, ce nationalisme était basé sur un certain nombre de valeurs que nous devons, j'allais dire, de promouvoir pour continuer la lutte qu'ils ont commencée en 1948 pour qu'on donne la conviction aux Camerounais que ces gens ne sont pas morts. Le pouvoir en place ne peut pas empêcher un Camerounais d'être sur les pas de Wanzi, de Oum. Le point ne peut pas nous empêcher. Monsieur Bélémé, c'est pas un débat entre vous deux, pardon. Je complétais ce que tu as dit. Voilà, monsieur Bélémé, comment est-ce que vous appréciez justement, la façon dont l'histoire des martyrs est enseignée dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées au Cameroun? Oui, justement parce que notre pays est gouverné par les néocolons.
Et le néocolonialisme était à sa base de sa création, chargé de continuer le travail du colon. C'est ça, oui. Et c'est pour cela aujourd'hui que ni les programmes scolaires, ni rien n'est fait pour pouvoir entretenir la mémoire de nos compatriotes qui ont fait le sacrifice suprême en livrant leur vie pour qu'on ait un pays libre, comme le Cameroun. C'est vrai, il y a une loi dont Maître Kakaka a fait allusion. Où elle est où? Quels sont les actes publics? Moi, je dis, ce discours, vous avez dit que est-ce qu'un Cameroun a posé un droit n'a pas. Non, moi, je dis que c'est l'État qui doit impulser. Aucun maire de l'opposition n'a réservé un mètre carré de pourquoi vous êtes frileux quand on interpelle le territoire aux héros nationaux? Aucun maire de l'opposition. On a vu ça ici. Ils étaient libres de le faire, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc ils ne sont pas avec nous. Il y a un lycée à Conakry, en Guinée-Conakry, qui a été dédié à un nationaliste camerounais, Félix Moumi, qui porte le nom de lycée Félix Moumi. Au Cameroun, il n'y a même pas une école primaire en Brousse qui porte le nom d'un seul national, même au sein d'Afana. Mais j'ai vu tout un général un jour de l'armée dont je préfère taire son nom ici, venir se glorifier dans une chaîne de télévision nationale, comment il a traqué au fédéral juste à le tuer. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux, qu'à l'occasion, il ne faut pas que les uns et les autres viennent ici, on blague, c'est pas sérieux, on ne construit pas un pays sur des bases du néant. Et de deux, quand on parle d'Amadou Ahidjo, il a parlé tout à l'heure que le chef d'État avait dit que ça appartient à sa famille, c'est n'importe quoi. Je dis que, et puis c'est encore plus grave, le chef de l'État du Cameroun actuellement est président de la République du Cameroun grâce au décret signé par Ahidjo. C'est son décret. Donc, qui fait de lui... Qui nous a posé tous les problèmes depuis qui fait de lui... Qui fait de lui son successeur constitutionnel. Alors, on ne peut pas comprendre quand même que... Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Et puis c'est un ancien président, il mérite des honneurs de la République. Si on a dit qu'on a accepté tout ce qui s'est passé, c'est normal. On ne l'aime pas ou on l'aime, c'est le premier chef de l'État. Merci, M. Bellemé. Charles Élizan, merci. Charles Élizan, l'histoire des martyrs était enseignée au Cameroun. Est-ce qu'elle est à la hauteur de leur apport dans l'indépendance du Cameroun? En décembre 2016, Paul Biya, je le cite, j'ai encore ça dans ma tête. Ne l'oublions jamais, nous marchons sur les pas des pères fondateurs de ce pays, des héros nationaux qui ont versé leur sang pour ce pays. Et quelle que soit la pertinence de nos plus... Et vous savez que Elie, tu n'es pas sérieux là. Monsieur Bellemé. Et quelle que soit la pertinence de nos revendications, elles perdent toute leur légitimité tant qu'elles mettent en mal l'unité nationale si chèrement acquise par ces héros et ces pères fondateurs. C'est Paul Biya qui le dit. Ni Xavier Bellemé. Maintenant, revenons dans les faits, dans les écoles. Revenons justement dans les écoles. Revenons dans les écoles. Ni Xavier Bellemé, ni Maître Kakaka qui est IPCiste ne sont plus IPCistes que Biya. Aucun des deux. Revenons. Et on ne se... Non, je ne suis pas IPCiste. Non, je n'ai pas lu IPCiste, lui. Donc je voudrais vous dire qu'aucun de vous n'a le sentiment nationaliste camerounais. Voilà, ça c'est... Monsieur Bellemé, ça c'est à l'échelle. Monsieur Bellemé, je crois que c'est encore moi qui pose les questions. Ça c'est au niveau supérieur. Maintenant, dans les écoles. Ça c'est ce que dit le chef de l'État. Et l'autre parenthèse, c'est que la dépouille mortuaire appartient à la famille. Et dans un échange entre Germaine Ahidjo et Biya, elle lui a dit qu'elle sera prête. Le corps de son bon, ça c'est pas le débat. Vous n'êtes pas plus amoureux de Biya que sa fille Aminata qui avec Biya. Donc laissons ça. Revenons à la question que je pose. J'ai été ahuri de suivre mon grand frère Maître Kaka dire que son fils ne connaît pas les héros dans ce pays. Mon fils Curtis a 10 ans. Il connaît Oumyobé, parce que je lui ai parlé de Oumyobé. Laissez-moi parler. C'est vous qui l'avez parlé. Monsieur, on n'a plus beaucoup. On a malheureusement plus beaucoup. Non, on a malheureusement. Charles Élizan, on a malheureusement plus beaucoup de temps. Donc j'aimerais qu'on réponde. Oui, j'aimerais qu'on réponde d'abord aux questions, même si après on peut dire autre chose. C'est la question là, je suis en train de répondre. La question que je pose, c'est ok, le chef de l'État a dit quelque chose. Maintenant, la façon dont cette histoire est enseignée dans nos écoles et dans nos lycées, est-ce que c'est à la hauteur de l'apport? Justement, j'y arrive, madame. D'accord, allons-y. C'est pour vous faire comprendre que dans un État décentralisé, chaque collectivité territoriale décentralisée qui est en charge aujourd'hui de l'enseignement dans son pan de circonscription administrative
mettre des programmes scolaires. Alors, on a des lycées et des Mais collèges. Jean, Ils sont pas possibles. Ouais. Même quoi là? Monsieur Bellemé, je vous en prie. On a des collèges ici et des lycées ici qui enseignent à nos enfants les langues maternelles. Les programmes scolaires ne sont plus harmonisés au Cameroun? Je suis en train de parler. L'harmonisation d'un programme scolaire veut dire qu'on peut enseigner les langues nationales, les langues maternelles aux enfants à l'école et le lycée, le collège s'y mettent. Deuxième chose, il y a tout un département d'anthropologie, de sciences et d'histoire à l'université de Douala. De temps en temps, allez faire un tour là-bas. On donne les cours succès nationaux là-bas. Troisième chose, je voulais vous faire comprendre que dans le lycée, au lycée Jos de Douala, il y a tout un département d'histoire là-bas qui enseigne à nos enfants ces héros nationaux-là. Ce que je veux qu'on comprenne, Madame Mila, c'est-à-dire, il est quand même aberrant. Il est aberrant d'attendre un décret présidentiel, d'attendre qu'il y ait une harmonisation des cours d'histoire quand je veux m'approprier Ernest Wandje. Non. Quand je veux m'approprier Hussein Afana, quand je veux m'approprier Joseph Ngangue. La semaine passée, j'ai appris qu'il y a un autre héros qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Joseph Ngangue, qui était le tout premier interprète camerounais, le tout premier intellectuel camerounais de ce pays, qui fait partie des héros nationaux. C'est-à-dire, je suis dépassé qu'il y ait ce manque de culture entre nous qui veut faire croire que tout dépend que du gouvernement. Et là où je peux être d'accord avec certains, c'est que quand vouliez-vous qu'Aïdjo fit, quand en 1950, les Français ayant pris le Cameroun pour le gérer, et les Français estimant que ceux qui bagarrent pour qu'ils partent doivent mourir, qu'est-ce qu'Aïdjo devait faire à ce moment-là? Mais à partir du moment... Non, j'ai jamais parlé. À partir du moment... C'est le premier président... Non, mais maître, écoute-moi. Maître, écoute-moi pour me comprendre, pour me répondre. Je voudrais dire que quand Aïdjo parle au pouvoir, il parle du président de la République, quand il parle au pouvoir, le général qui se targue là, il avait fait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il avait fait? Tous les pays à leur indépendance ont connu ces moments frileux-là, de lutter contre ceux à un moment donné qu'on estime qui sont des maquisards, qu'on nous a fait connaître, mais qu'avec le temps, qu'on reconnaît leur vraie valeur dans la libération du Cameroun et qu'on leur donne la place qu'il faut leur donner. Et moi, à ce qui me concerne, ce processus est en marche et il est effectivement Denis Kobo, avant Maître Simon, on a plus beaucoup de temps. Denis Kobo, le nationalisme camerounais est-il suffisamment valorisé à la date d'aujourd'hui? Ne me demandez pas par qui. Je vais insister sur le fait que ce n'est pas un décret qui instaure le nationalisme. Il y a ce qu'on appelle dans l'histoire des luttes des peuples, l'histoire des vainqueurs, l'histoire des vaincus. Mais quand vous regardez comment l'histoire est enseignée en France, c'est la même chose. Nous sommes, le néocolonialisme est un avatar du capitalisme, du colonialisme. Donc il faut pas, moi je ne m'attends pas à mieux d'un régime. Vous savez que les gens, les populistes savent qu'il n'y a eu que le régime de Biya au Cameroun. Ils ne savent pas qu'Aïdjo a gouverné le pays. Parce que s'ils évoquent Aïdjo, ça va les mettre en contradiction. Celui qui a massacré les nationalistes, celui qui a le mieux et le plus collaboré pour effacer la mémoire historique du Cameroun, s'appelle M. Aïdjo. Non. C'est moi qui le dis. Maître a son histoire à lui. Parce que Maître est un UPCiste de circonstances peut-être. Il n'y a qu'un UPCiste de circonstances. Maître a dit sur ce plan, un UPCiste même par propagande a une certaine idée d'Aïdjo. Et je suis surpris que quand on te pose la question, tu mets Aïdjo. Tu sais que ça énerve les UPCistes, les vrais, d'entendre ça. Il dit donc que je viens. Il n'y a pas de réconciliation. Il faut oublier. Il faut oublier. Et je dis donc que ça se passe pas comme ça. Dans l'histoire des peuples, la vraie lutte, n'est-ce pas, des gens qui ont suivi un chemin, des gens qui incarnent la lutte, qui incarnent un Coran, consiste à faire en sorte que ces idéaux-là restent. Et c'est parce qu'on est UPCiste. Tous les Camerounais ne sont pas UPCistes. Nous ne pouvons pas prendre une arme, aller pointer sur la tête de chacun pour dire devenez UPCiste. Il revient aux UPCistes d'enseigner l'histoire du UPC. Et puis le nationalisme ne commence pas bien. Je vous dis, maître, je vous comprends. Et dans les écoles. J'ai dit que quand on combat le nationalisme, on le combat partout et il continue de nous combattre. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça s'arrête. Et je suis curieux de savoir que nous on demande à ceux qui combattent le nationalisme de l'ériger en idéologie nationale. Ailleurs, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont dans la lutte, qui restent dans la lutte, se battent jusqu'au jour où, véritablement, les héros seront réhabilités. Et je dis que ce n'est pas avec l'UPC que ça a commencé. Il y a eu Martin Paul Samba dans ce pays. Il faut enseigner l'histoire telle qu'elle doit être enseignée.
Douala Mangabel est dans une lutte qui est aussi historique. Mais Denis Kobo, quels sont les enjeux derrière ce combat des nationalistes? Les enjeux de ce combat, tout à l'heure, on a dit, vous savez qu'elle est là. Tous les pays du monde aspirent à être de grandes nations. Dans le cas précis Il y a même un messianisme américain. Ce sont les maîtres du monde. Quand on voit toute la puissance chinoise, c'est quoi? Toute la puissance chinoise, il faut aller rentrer dans l'histoire, retrouver, n'est-ce pas, même la grande marche de Mao. Au Cameroun aussi. Donc, il y a des Camerounais. Dans le Cameroun, notre pays nous a été arraché. Vous avez parlé de ceux, reprécisons les choses, vous avez parlé de ceux qui combattent les nationalistes au Cameroun. Oui. Je veux dire, quels sont justement les enjeux? Pourquoi est-ce qu'ils combattent les nationalistes? Je viens. J'ai dit donc que notre histoire et notre culture ont été arrachées par les Occidentaux. Quand ils nous l'arrachent, quand je parle des avatars du colonialisme, c'est-à-dire que quand on leur dit il faut que nos pays soient indépendants, ils s'arrangent pour que celui qui va conduire un pouvoir nationaliste anti-impérialiste ne prenne pas le pouvoir parce que c'est sa défaite. Donc pour éviter de perdre tout, comme dans toute guerre, dans toute technique de terre brûlée, on cherche des représentants. C'est pour ça que j'ai fait un étudiant. J'ai cherché j'ai pris un étudiant pour dire que la tenue. Maître, c'est toi qui nous perds le temps. Non, on n'est pas Non, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons jamais dit la même chose. Quand les colons partent donc, ils ont laissé leurs représentants au Cameroun. Et Maître trouve de temps en temps même des excuses au principal représentant du maître, entre guillemets, qui était Aïdjo. C'est pour ça qu'il dit que... c'est celui qui représentait les conviction. Merci Denis Kobo. Maître Simon Merci Denis Kobo, on va avancer. Quels sont les enjeux derrière la façon dont l'histoire du Cameroun est enseignée, cette méconnaissance justement des nationalistes? Non, moi je vais vous dire, je suis pratiquement sur la même longueur d'onde que lui sur ce point. D'accord. En réalité, les enjeux ou la situation de notre nationalisme a été décidée en 1954. Oui. Lorsque Ruben Oumniobé rentre dans l'ONU pour la 3e fois, où tout le monde a vu que sa vision, la libération du Cameroun était de nature à devenir un danger pour le pouvoir colonial. Il fallait trouver un stratagème pour dynamiter cette vision. C'est cette vision qui a été dynamitée au profit de la vision de M. Ojoula, qu'on appelle la vision ojulatiste. Oui. Il fallait nous donner l'indépendance que la France voulait nous donner. Pas celle que les Oumniobé sont allés réclamer. Ça s'affronte jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ceux qui sont restés et qui continuent à être aux affaires jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont que les serviteurs du colon, font tout pour qu'on ne connaisse même pas l'histoire du nationalisme camerounais. Et sur ce point, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est une bataille que les vrais nationalistes camerounais doivent s'approprier. Parce que si nous attendons que c'est le gouvernement qui mette en place des programmes scolaires qui vont inculquer les notions du nationalisme camerounais aux jeunes Camerounais, cela n'arrivera jamais. Monsieur Tavé, à qui profite la méconnaissance justement de nos nationalistes? À qui est-ce que ça profite aujourd'hui au Cameroun? À la néo-administration coloniale qui dirige le Cameroun depuis 1960. Si vous voulez, depuis 1958, mais depuis 1960 précisément pour l'indépendance. Donc ça profite à cette nouvelle administration avec, à travers l'ENAM, dont l'OED a toujours dénoncé que c'est une école qui maintient le pays dans la misère et la dominance. Qui est une reproduction. Ils sont une reproduction. Ils sont dans une grande partie de c'est une parenthèse, c'est pour compléter ce que vous dites. En fait, l'ENAM, c'est une excroissance de ce qu'on appelait en France l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui avait pour vocation de former 2 catégories de cadres. Première catégorie, les administrateurs coloniaux. Deuxième catégorie, les serviteurs de la France en Afrique. En Afrique, voilà. Donc c'est pour ça que les dames ont la responsabilité de former toujours et de faire la reproduction de cette élite comprador qui a pour responsabilité d'annihiler toute idée tendant à l'autodétermination des citoyens camerounais. Qui sont dans le pouvoir et dans l'opposition actuelle. Donc, M. Kwebo, moi je parle ici d'une institution. Je ne suis pas un sorcier pour avoir mes yeux partout. J'ai dit que les NAM... Il faut voir seulement ailleurs. Les NAM, j'ai dit que les NAM, vous avez un problème peut-être avec mon analyse, M. Kwebo. Pardonnez-moi, laissez-moi terminer. Allez-y, M. Bellémy, allez-y. Donc, la situation actuelle ne profite qu'aux colons. D'accord. D'anciens colons. Et que les quelques éléments qui en profitent, qui tournent tout autour, comme le parti de M. Elisan, profitent donc pour ces... Bon, là, il y a d'autres partis. D'accord. Mais moi, je préfère m'intéresser à celui qui est au pouvoir. D'accord.
que les gars du RDPC, beaucoup Non. de militants du SDF En tout cas, sont je plus ne engagés connais pas. Attendez, Messieurs, on n'a plus Il n'y a beaucoup. aucun messieurs, militant on n'a plus beaucoup de SDF. temps. sont nombreux comme ça. Aucun militant SDF qui sort de l'ENAM. Denis Kobo. Ce n'est pas les Aucun gens, militant. c'est pas des gens qui sont. Si M. Kwebo a un problème avec le SDF, avec Je certains dis pas, militants je dis que c'est pas C'est seulement. de l'ENAM qu'il s'agit. Messieurs, on ne s'entend plus, messieurs. Oui, On ne s'entend plus. on me laisse pas terminer. Oui, on ne peut pas parler tous à la fois. On ne peut pas parler tous à la Je fois. peux chuter, madame. Allez-y. Merci. Chut, Je faut dis me donc tomber. que la situation aujourd'hui est une situation qui est catastrophique et notre pays ne peut pas sortir d'ici si les Camerounais ne font pas le saut qualitatif et que le rapport de force en politique, c'est le rapport de force essentiellement question de rapport de force sur le terrain. Il faut que les Camerounais créent un rapport de force qui renverse cet ordre néocolonial. Charles-Élise, Et le SDF est mieux placé avec sa vision d'un système fédéral. Charles-Élise, Et c'est vrai, c'est une vision de prix. Charles-Élise, Je suis monsieur même Bélémé, ici, je suis justement, assis. monsieur Je suis pas tombé, je suis assis. Bélémé, je vous en prie, je vous en prie. Charles-Élise, monsieur Bélémé a justement indexé le RDPC. Est-ce que le combat et le rôle qu'ont joué finalement les nationalistes ne gênent pas un tout petit peu? Je veux dire dans le sens de faire ombrage au président et aux institutions en place, et ceci expliquerait peut-être l'attitude des dirigeants à faire en sorte que cette histoire soit enseignée aux enfants dans les écoles. Founji était militant du RDPC. Pardon? Founji était militant D'accord. du RDPC. Oui. Mais c'est nationaliste. Non, j'avance. J'ai l'impression que celui qui est issu du SDF veut faire quoi s'il est trop nationaliste que... Allons-y à la Non, question. je- Est-ce que le but n'est pas justement... est-ce que Être le but- militant du SDF veut dire quoi? Monsieur, À l'époque, monsieur, c'était le parti monsieur, unique. monsieur. l'UNC qui est devenu RDPC Monsieur à Bamenda, Bélémé, Foundia a monsieur- démissionné. monsieur- Quand l'UNC est devenu RDPC à Bamenda, Monsieur en Bélémé. 1985, Foundia a démissionné. C'est là où ils ont commencé à créer le SDF. Monsieur Mais Bélémé. vous ne le savez pas. Monsieur Bélémé, c'est l'histoire et Et c'est de l'histoire que je parle maintenant. Voilà, Que ce on est monsieur, tous... ça l'échappe, c'est pas de l'histoire. Ça lui échappe. C'est comme ça qu'ils sont. Allez-y. Comme il est dans la mauvaise foi. Et puis- Non, j'aimerais pour les 10 dernières minutes que personne n'interrompe plus personne, Merci vraiment. beaucoup, Qu'on se madame. laisse, Merci. voilà, Merci, allez-y, madame. allez-y. Ça appartient à la rue, c'est comme ça. Allez-y. Et puis, Hein? l'homme politique le plus considéré par Biya, c'est Founji. J'avance. Je voudrais dire ici que Paul Biya, encore que le RDPC, n'est pas à contradiction de par ses textes avec l'idée de remettre en place un certain nationalisme au Cameroun. Je continue de dire, Monsieur Bélémé. je continue de dire que le président de section que je suis, je m'approprie l'histoire de mon pays. Et il faut qu'on comprenne que dans les années 40, 45, 50, 54, 60, on n'avait pas de choix en ce moment-là que de faire croire que Oumyobé qui a bagarré, moi j'étais petit, j'ai toujours cru que Oumyobé était un maquisard. C'est l'histoire qu'on m'a apprise. C'est ce qu'on m'a enseigné. Que Oumyobé était un maquisard, Merci, monsieur. il tuait, il venait à la maison, il arrivait à la Nebel avant qu'on écrive une L'histoire qu'on colonie. vous a... qu'on Bien vous a sûr. dans les écoles. Bien sûr. Mais partout. Partout. Mais puis c'est l'école. Dans la rue. L'école, c'est l'émanation tutélaire des colons qui sont partis. D'accord. C'est normal. Maintenant, quand le pays s'approprie sa vraie histoire à travers son président aujourd'hui, qui estime que lui, à son niveau, doit remettre en place certains Est-ce que rapports. ces livres d'histoire ont été changés? J'ai dit, madame, on change les livres d'histoire comme ça. Il faut d'abord se débarrasser de la Est-ce que le présence. programme scolaire de 1960 est changé? Oui, beaucoup. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Non, Vous mais- terminez, mais- Charles mais Élise, ça a hein. beaucoup Vous évolué. terminez, pourquoi- Parce pourquoi qu'aujourd'hui, Dominique Chacon parle j'estime des que la accords- voie donnée des par le accords président de la coloniaux. République, c'est d'abord, par exemple, pourquoi vous ne voyez pas, par exemple, le fait qu'on enlève aux colons beaucoup de pans de marché au Cameroun? C'est aussi une manière de vous montrer qu'on va vers notre nationalisation des choses. Quand on dit, par exemple, que le port n'appartient plus à cela, comprenons les choses. Quand on crée la tsunamine, c'est pour dire qu'on reprend nos choses. Justement, Quand parlons de c'est- ça. Justement, Oui. parlons de ça. On sort Oui. justement sur cette information annonçant la fin des accords coloniaux liant le Cameroun à la France. L'information a été abondamment relayée. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Charles Élise? Il s'agit de quoi? Moi d'abord, je voudrais dire à l'ambassadeur de France qui est au Cameroun. Non, je le lui dis. Je vais le lui dire. Qu'il arrête ce jeu-là. Il faut qu'il comprenne que la France-Afrique de Gaulle, des Pompidou et consorts, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Le président de la République a dit que la France et le Cameroun restent des partenaires, mais on va diversifier désormais nos partenaires. Et il n'a pas à nous dire que les accords coloniaux n'ont jamais... Ça a existé. Et aujourd'hui, on est en train de se débarrasser de ça petit à petit pour aller vers d'autres partenaires. Ces accords-là, aujourd'hui... C'est 11 accords. Oui, libère le Cameroun du joug prédominant français et Maître Kakak à ce niveau devrait faire comme professeur Baïbek qui aujourd'hui dit qu'il soutient corps et âme Paul Biya.
Parce qu'il a fini par comprendre que Paul Biya va justement dans la droite ligne de Oumyobé et consorts. C'est clair et c'est normal. Denis Kobo, quel est votre avis au sujet du supposé non-renouvellement de ces accords? Je voulais également envoyer un message à l'ambassadeur de France, puisqu'il s'est aussi adressé à nous. Il dit C'est que vous êtes sur oui, le oui. gouvernement. Henri, Bon, quand vous lisez le message de l'ambassadeur de France, ça montre que lui, il pense toujours que nous sommes encore À la France-Afrique. une colonie. Nous ne sommes pas une colonie et on n'a jamais été colonisé par la France. Ils sont imposés ici. C'était une effraction violente. Les accords secrets dont on parle, on ne va pas, personne, aucun joueur sérieux ne peut pas s'attendre à ce que l'ambassadeur de France vienne dire. Si l'ambassadeur de France veut prôner la transparence, qui vient nous dire le montant d'argent que les Français ont puisé dans le pétrole camerounais. S'il veut être transparent, il nous dit on a volé ceci. Il faut également que... et puis, on n'a pas besoin, parce que nous sommes libres et indépendants, même sur le papier, on n'a pas besoin d'un décret pour rompre avec les accords. Il suffit seulement qu'on dise non. Et les Camerounais n'ont pas besoin de Paul Biya pour dire non. Nous avons à dire non à tout ce qui peut exister comme pacte. Le seul pacte qui est en cours et qu'on risque de ne jamais Donc effacer, en fait, c'est le pacte de la France. Je dis que c'est le pacte avec lui, Paul Djoula. Vous savez que 80% de l'élite camerounaise, ce sont des odulatistes dans leurs pratiques religieuses, dans leurs pratiques... 99%. 99%. Et ces gens-là sont partout autour de vous. Vous risquez la mort à cause de parce qu'ils sont partout autour de vous, dans les médias. Dans les médias, il dit que ces gens d'Odjoula, ils contrôlent les médias. Ils contrôlent le Parlement. Ils contrôlent la scène politique. Denis Kobo, rapidement, si vous dites justement que ces accords ont existé... Ça existe et nous avons rompu de fait. D'accord, ok. Non, Y aura-t-il un impact justement réel et perceptible au niveau des populations si ces accords... Il y a un impact. Vous savez que désormais, moi je viens de faire une opération au port, les Français n'étaient pas là. On les a chassés comme les malpropres. Il faut aussi les chasser de Kribi. Les Camerounais sont morts à Ezeka. On n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Les familles ont peut-être reçu un cercueil. Donc vous avez perdu votre membre de la famille. Tout ce qu'on vous a donné, c'est un cercueil et l'argent pour aller enterrer. Les Français, je parle des Français parce que ce sont les principaux représentants de l'Occident chez nous. Donc c'est visible. Il s'agit de ça. Tant que le contentieux historique là, je réponds à la question clairement. Je réponds à la question clairement. Clairement. Et j'ai répondu, je crois. Vous terminez. Vous savez que les populistes... C'est moi, j'ai voulu le relancer. Kwebo ne veut pas les votes. C'est vous qui voulez les votes. Non, il y a Moi, je ne veux pas de vote. Je ne cherche pas de vote. Allez-y, maître. monopoliser la parole. On m'a donné la parole, j'ai jamais arraché la parole. Denis Kobo, c'est qu'il connaît le respect que j'ai pour sa personne. C'est pas à vous de venir... Allez, mettre à la parole, messieurs, mettre à la parole. Si le pouvoir néocolonial de Yaoundé avait décidé de rompre ces accords coloniaux dans l'intérêt des populations, nous serions tous d'accord. Mais la vérité, c'est que lorsque le pouvoir de Yaoundé décide de mettre ces accords avec la France entre guillemets, ou bien entre parenthèses, c'est pour opter pour la diversification des partenariats, qui a priori peut profiter au Cameroun. Mais là également, le peuple ne profite pas. Non, maître. Le peuple ne profite pas. Je vais vous dire quelque chose. Charles Élisant. Non, mais... Je vais vous dire pourquoi le peuple ne profite pas. Comment? Lorsque vous, c'est-à-dire votre gouvernement à Yaoundé, décide d'aller chercher un opérateur pour réaliser 14 postes de péage au Cameroun, qui est le gagnant là-dedans? Est-ce que c'est le peuple camerounais? Oui. Vous opérez par ce que vous appelez les BOT. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle BOT? Et Madame Lila, BOT veut dire quoi? Build, Operate, Transfire. Yes. Vous prenez une activité juteuse qu'on devait donner à un Camerounais. Vous donnez ça à un partenaire étranger, qui n'est pas forcément un Français. Un de vos partenaires vient construire. Avec ton argent. Avec ton argent, build. Oui. Viens exploiter au prix. Pour prendre ton argent, pour récupérer ce que tu as. Tu vas nous transférer ça dans 20 ans. Mais c'est normal. Oui, ça, c'est normal. Mais bien sûr. Bon, pendant les 30 ans qui profitent, c'est le peuple camerounais? Oui, est-ce que je peux vous dire, monsieur, vous construisez, si le gouvernement de la République avait décidé de faire profiter ce genre d'affaires aux Camerounais,
on décide que nous allons construire nos postes de péage avec notre argent. L'argent que notre péage routier travaille tous les jours pour construire le poste de péage. On n'a pas besoin d'un partenariat. Non, mais je veux simplement faire observer, Madame Léla, c'est les gens de l'argent qui mettent l'argent là-dedans. Ce qu'on retire de la main droite. Rapidement, pour que M. Belé mette. D'accord. Moi, je vais dire ça. Aujourd'hui, Et je suis ahuri Oui. quand j'entends C'est que bon les exemple. accords entre Paris et Yaoundé ont été rompus. Première chose, un pays pour qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit capable de battre sa monnaie. Le CFA est une monnaie française, donc qui est affiliée directement au trésor de la République française. Voilà l'un des problèmes. On a une monnaie, monsieur Zan. L'argent que vous utilisez ne vous appartient pas. C'est l'argent français. Aucun rapport. C'est la France qui décide. Nous La avons- France nous qui avons décide un de espace votre économie. Non. C'est la France qui décide. C'est À différent. la BEAC. Monsieur, La BEAC. C'est la monnaie. La BEAC. Non, messieurs. La BEAC. Charles-Élise, permettez qu'il... La BEAC, qui est la banque d'émission des États, l'Afrique centrale. Les deux administrateurs qui ont le droit du veto là-bas, ils sont deux. Ce sont des Français. Et qu'un État comme celui du Cameroun ne peut rien faire. Tous les six États qui constituent la BEAC ne peuvent faire aucun décision. Si les deux administrateurs français sont contre, ça c'est une chose. Voilà un indicateur qu'aucun accord entre le Cameroun, entre la France n'a été modifié. Merci, Si monsieur. déjà on ne peut pas être à la hauteur et capable de battre nos développements. Merci, monsieur. Le générique de générique. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir et demain lundi lorsqu'il sera 13h. À dimanche prochain si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche. Paris,